Bien, bonsoir à tous. Alors, normalement, nous sommes en direct sur Facebook si tout fonctionne bien, ce que je vérifie juste en parallèle avant de pouvoir ouvrir la séance avec vous tous. Le live est lancé. Donc, c'est parfait. Je vous propose donc que nous puissions ouvrir la séance. Donc, une séance assez particulière compte tenu du contexte et qui fait que ce soir, nous sommes donc 6 présents physiquement dans la salle du conseil et vous êtes 16 actuellement en ligne, ce qui va donc nous permettre d'avoir largement le quorum. Donc, nous allons commencer par l'appel nominal des présents. Je vous demanderai donc de réactiver votre micro à l'appel de votre nom et de bien vouloir le désactiver pour la qualité des échanges. Bien, Johan Nicolas, présent. Madame Sabourin-Michel. Madame Sabourin. Je poursuis. Monsieur Dominique Bory. Présent. Madame Ambrosio Tadi. Présente. Monsieur Chian. Présent. Madame Thirouin. Monsieur Drapier. Présent. Madame Siffer. Présente. Monsieur Lajugie. Présent. Madame Boivin. Monsieur Bonneau. Présent. Monsieur Demoisson. Présent. Monsieur Françoise, absent, excusé. Monsieur Parmentier, pardon. Présent. Madame Berthaud. Madame Brasseur. Présente. Monsieur Dupuis. Présent. Monsieur Jérôme Faucheux, absent, excusé. Madame Martins. Présente. Madame Vater. Présente. Madame Guerrier-Boy, absente, excusée, et donner le pouvoir à Madame Siffer. Monsieur Camara. Madame Pigeot. Présente. Madame Cotreau. Présente. Monsieur Lopez. Présent. Monsieur Alberto, absent, excusé, et Madame Petit. Présente. Y a-t-il une personne que je n'ai pas appelée? Non. Donc on a dû perdre Madame Sabourin-Michel en cours de l'exercice puisqu'elle était là tout à l'heure. Donc, je vous propose que nous puissions passer à l'ordre du jour. Je vais demander à Mme Chaya de bien vouloir désactiver tous les micros, parce que je crois qu'il en reste encore quelques-uns qui ne sont pas désactivés, notamment celui de M. Drapier. Alors, en application des ordonnances 2020-391 du 1er avril 2020 et de l'ordonnance 2020 numéro 562 du 13 mai, il est prévu un assouplissement des règles applicables aux modalités de réunion des assemblées délibérantes afin de permettre leur fonctionnement dans le respect des règles de sécurité qui sont imposées par la crise sanitaire que nous avons traversée. Il convient donc ce soir que nous puissions adopter les modalités qui vont nous permettre justement de pouvoir nous réunir de cette manière, à savoir donc la possibilité d'avoir recours à un système de visioconférence. Je suis en train de chercher le texte que je suis censé vous faire approuver, mais je ne le retrouve pas. Donc cette ordonnance, durant la période de confinement, enfin de déconfinement progressif, nous donne la possibilité d'une réunion à distance. Dans ce cadre, le conseil municipal doit déterminer les modalités d'identification des participants, d'enregistrement et de conservation des débats, ainsi que les modalités de scrutin. À savoir que les modalités d'identification, eh bien, il est fait usage de l'application informatique que nous utilisons ce soir, qui vous permet de pouvoir, du coup, vous exprimer par audio à minima et également en vidéo si possible. En début de réunion, je procède donc à l'appel de chacun des présents qui me répond pour pouvoir attester de sa présence. Les modalités d'enregistrement et de conservation se font de manière sous le système Visio. Le flux multimédia est ensuite récupéré sur l'espace de stockage de la ville et nous diffusons en parallèle cette séance en live sur la page Facebook de la ville. Les modalités de scrutin
dans la mesure où nous sommes donc sur 2 sites, enfin même plusieurs d'ailleurs, distincts. C'est ce qu'on appelle un scrutin public, c'est-à-dire qu'il vous est demandé de nommément vous exprimer lorsque vous souhaitez prendre une position. Je vous proposerai, lorsque nous voterons, de demander aux personnes qui souhaitent voter contre de s'exprimer en me donnant leur nom, aux personnes qui souhaiteront s'abstenir de s'exprimer en me donnant. Il me reste, avant que nous puissions donc procéder à un fonctionnement plus classique de l'ordre du jour, à ce que vous puissiez approuver ces modalités de fonctionnement. J'en passe donc au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ces modalités de fonctionnement de notre instance en vertu du contexte sanitaire que j'évoquais précédemment? Pas de contre. Est-ce qu'il y a des abstentions? Je n'en vois pas, enfin je n'en entends pas en l'occurrence, unanimité. Je vous remercie. Nous pouvons donc procéder à cette séance selon les modalités énoncées. Il nous revient maintenant d'avoir à désigner donc un secrétaire de séance. La dernière fois, c'est M. Lopez qui a fait fonction de secrétaire de séance. Je proposerai ce soir à M. Chian, dans la mesure où c'est plus simple d'avoir un secrétaire de séance présent d'officier, sauf s'il y a parmi vous ici dans cette salle ou chacun chez vous des objections. Qui me dit mot consent. Je propose donc la candidature de M. Chian. Pas de vote contre? Pas d'abstention? Unanimité? Toutes mes félicitations, M. Chian. Donc, je vous le disais, cette séance est intégralement filmée. Vos micros sont donc par défaut tous coupés. Je vous invite, lorsque vous souhaitez prendre la parole, à allumer votre micro, à donner votre nom et à attendre que je puisse vous donner la parole pour qu'on puisse tous s'entendre. Et une fois votre intervention terminée, je vous remercie de bien vouloir à nouveau couper votre micro, ce qui évite les bruits de fond et éventuels bruits parasites pour la qualité auditive de cette séance. Il nous revient maintenant à approuver le procès-verbal de la séance d'installation qui a eu lieu le 25 mai dernier à la salle polyvalente Guy Bonin. Le compte-rendu intégral vous avez donc été envoyé avec la note de synthèse. Est-ce qu'il y a à cet égard, de la part de l'un d'entre vous, des remarques, des observations, des amendements ou des questions sur ce procès-verbal? Je vous invite, le cas échéant, à vous exprimer. Non? Bien, je soumets donc à vos votes le procès-verbal de la séance d'installation du 25 mai 2020. Y a-t-il des votes contre? Pas de vote contre exprimé. Des abstentions? Pas d'abstention. Unanimité. Je vous remercie. Nous en arrivons maintenant au point numéro 3, puisque le point numéro 2, je voulais passer en premier pour définir nos modalités de fonctionnement en visioconférence pour cette séance. Et donc, nous rentrons dans le vif du sujet qui nous réunit ce soir, à savoir le débat sur les orientations budgétaires pour l'exercice 2020. Alors, comme cela vous était rappelé, pour celles et ceux pour lesquels c'est un premier exercice en tant qu'élu, l'occasion pour moi de vous rappeler que le débat d'orientation budgétaire est rendu obligatoire dans les communes de plus de 3500 habitants. Il doit permettre d'avoir un débat sur les orientations budgétaires que la commune souhaite porter dans l'exercice en cours, à savoir l'exercice 2020. En temps normal, ce débat d'orientation budgétaire a plutôt lieu sur la fin mars avec une adoption des budgets à la mi-avril. Le contexte sanitaire ayant décalé le fonctionnement et surtout l'installation des instances délibérantes, nous allons débattre de ce DOB à la date du 15 juin, donc avec, vous le voyez, pas loin de 3 mois de retard. Outre sa transmission aux représentants de l'État, ce rapport sur les orientations budgétaires doit également être communiqué au président de l'établissement public de coopération intercommunale, à savoir au président de l'agglomération d'Étampes Sud-Essonne. Pour débattre des orientations générales de 2020, vous aviez donc, et c'est le commentaire qui va vous être fait dans un instant par Alain Rosotadi, l'intégralité des documents qui étaient joints et que nous allons vous projeter durant cette réunion, ce qui permettra d'ailleurs à celles et ceux qui nous suivent en ligne de pouvoir également le consulter. Bon, je vous épargne les différentes lois qui visent l'instauration de ce DOB, celle du 7 août 2015, du 22 janvier 2018 et du 24 juin 2016, pour que nous puissions bien rentrer dans le vif du sujet. Alors, en introduction, vous dire que le budget, c'est un exercice qui peut parfois être ça peut faire peur à certains quand on n'est pas forcément initié.
Sachez que c'est l'acte fondateur qui permet de pouvoir agir sur une année complète, quand même celle-ci est, je le disais précédemment, bien entamée. La situation budgétaire d'Angerville, et vous le verrez, les chiffres parlent d'eux-mêmes, est une situation aujourd'hui qui est saine. Notre capacité d'autofinancement a été profondément restaurée. Le corollaire des choix, difficiles mais assumés, qui ont été faits durant la précédente mandature, avec des engagements forts qui avaient été pris auprès des Angervillois, et des promesses également. Ces promesses budgétaires ont été tenues, puisque l'augmentation de la fiscalité en 2017 avait pour corollaire la création de nouveaux services. Ils ont été intégralement créés, et il y avait également l'engagement de restaurer la capacité d'autofinancement de la commune pour qu'elle puisse faire face à l'avenir. Cette décision compliquée qui a été prise il y a maintenant près de 3 ans l'a été dans un contexte qu'il est toujours important de rappeler, celui où nous vivions de plein fouet les baisses de dotations, mais également où nous avions en parallèle des prélèvements qui d'ailleurs aujourd'hui font à nouveau leur apparition et que nous pourrons donc mieux affronter parce que nous avons su restaurer notre capacité d'autofinancement. Et donc l'effet croisé, l'effet ciseau de dotations qui étaient en constante diminution et des besoins sur la commune, une commune qui est jeune. Je rappelle que 30% des Angervillois ont aujourd'hui moins de 19 ans. Donc ces besoins généraient nécessairement la mise en œuvre de nouvelles politiques, de nouveaux services qui étaient nécessaires pour pouvoir accompagner la transformation de cette commune. Il nous fallait donc être en capacité de le faire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de dire que la situation nous permet d'envisager l'avenir de manière sereine. Alors en vous disant cela, la sérénité doit aussi s'accompagner d'une certaine forme de prudence. Nous ne savons pas ce que l'avenir potentiellement pourra nous réserver. La crise sanitaire que nous je l'espère, quitterons très très prochainement, verra se succéder une crise économique dont nous ne mesurons pas encore aujourd'hui ni l'ampleur ni la durée. Les collectivités, au premier rang desquelles des communes, devront donc être en capacité à la fois de continuer à agir, de mettre en œuvre le programme pour lequel les municipalités ont été élues, mais je l'ai dit, gérer une commune, c'est le faire sans dogmatisme, c'est être le plus pragmatique possible et par conséquent avoir une adaptation à la fois aux priorités, aux enjeux et aux marges. L'État, et je laisserai Mme Rosotadi vous le dire, semble pour l'instant nous indiquer et nous donner des signaux assez positifs sur l'impact qu'aura la crise sur les collectivités, puisque l'État semble vouloir jouer le rôle d'amortisseur et par conséquent, dans un partenariat gagnant-gagnant, l'État nous demande en contrepartie d'être au rendez-vous notamment de l'investissement public, parce que notre économie ne pourra redémarrer, en tout cas sur un bon nombre de secteurs, que si la commande publique est au rendez-vous. Vous savez que des pans entiers de notre économie dépendent aujourd'hui de la commande publique. Vous pouvez mettre en œuvre tous les dispositifs d'accompagnement, de soutenabilité à la trésorerie. Si en face, l'entreprise a un carnet de commandes qui demeure vierge, eh bien, elle est malheureusement vouée à la cessation d'activité et par conséquent aux plans sociaux qui l'accompagnent. Et on sait l'effet cascade que cela peut avoir d'ailleurs parfois sur un ensemble de sous-traitants. Donc les collectivités devront être au rendez-vous. Nous prendrons notre part de l'effort et on aura l'occasion de l'aborder, que ce soit cette année, mais peut-être à fortiori plutôt sur l'année prochaine, l'exercice 2021, qui sera un exercice budgétaire complet. Bien, sans plus attendre, je propose à Mme Rosotadi de procéder à la présentation de ce rapport d'orientation budgétaire. Présentation que nous ferons donc intégralement. Je vous invite à prendre des notes si vous avez des questions ou si éventuellement vous souhaitez intervenir à l'occasion de la présentation, eh bien, à vous manifester en activant votre micro et en donnant votre nom pour que je puisse vous donner la parole, tout en sachant qu'il y aura, rassurez-vous, quoi qu'il arrive à la fin de la présentation, un moment d'échange et de dialogue. Donc voilà, soyez-en assurés. Je propose qu'on puisse maintenant partager le document pour que Mme Rosotadi puisse vous le présenter. Alors, je crois que Mme Sabourin-Michel nous a rejoint, mais pour que je puisse considérer valablement sa présence, j'ai besoin d'entendre qu'elle est présente. Donc, pour l'instant, on ne peut pas la considérer comme étant présente. Non, c'est bon. Oui. Ah, parfait, merci. On peut vous ajouter. Et voilà. est-ce que vous pouvez déplacer le petit écran voilà, ça, vous le mettez. Non, ben voilà, parfait. Par contre, je ne sais pas comment vous récupérez du coup le sparadrap. Mettez-vous en plein écran, peut-être. Plein écran. Descendez. Non, voilà. Parfait. Est-ce que tout le monde... bon, j'ai besoin d'un seul oui, hein, donc le premier qui se... Tout le monde voit le document? Oui. Parfait, merci. Madame Rosotadi, je vous cède la parole. Bonsoir à tous. Donc, je vais vous présenter le rapport d'orientation budgétaire pour cette année 2020.
Donc, il est axé sur le budget principal de la commune, mais aussi sur les budgets annexes, que sont le budget lié aux activités artisanales et commerciales, le budget de la Caisse des écoles et le budget du CCAS. En préambule, vous précisez que dans les 2 mois qui précèdent le vote du budget, un débat sur les orientations budgétaires de la commune et doit chaque année être inscrit à l'ordre du jour du conseil municipal. Ça a été promulgué par la loi NOTRe du 7 août 2015. NOTRe, on en entendra beaucoup parler, ça veut dire Nouvelle organisation territoriale de la République, ça régit beaucoup de choses maintenant. Donc cette loi on a modifié les modalités de présentation. Ainsi, l'article L2312-1 du Code général des collectivités territoriales dispose donc que le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal. Dans les communes de 3500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de 2 mois précédant l'examen du vote du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur qui est prévu à l'article L2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. Donc l'objectif de ce débat est d'informer les élus sur la situation financière de la commune et de discuter des orientations budgétaires. On va commencer par le budget communal. Et tout d'abord se positionner dans le contexte national. Avant le début de la crise sanitaire liée au Covid-19, le projet de loi de finances avait précisé des prévisions suivantes. Une croissance de 1,3% contre 1,4% prévu initialement, un déficit public ramené de 2,2 du PIB en baisse de 20,4 milliards par rapport à 2019, qui était de 3,1% du PIB, une augmentation de la dépense publique qui devait augmenter de 0,7% en 2020 et elle devait passer à 53,4% du PIB contre 53,8% attendu en 2020. Un déficit budgétaire qui devait atteindre 93,1 milliards en 2020. Toujours dans ce contexte national, dans ce projet de loi un projet de loi de finances rectificative pour 2020, le PLFR, le gouvernement prévoit que la crise sanitaire entraînera dans l'économie une baisse de 8% du PIB en 2020 et devrait fortement creuser le déficit à 3,9% du PIB, donc 108,5 milliards d'euros contre 93,1 milliards initialement prévus, contre 2,2% également prévu initialement. La consommation, elle, devrait également chuter de 2%, toujours selon les prévisions du gouvernement. L'inflation serait alors de plus 0,6% en 2020, après plus 1,1% en 2019, et la dette devrait dépasser les 100% du PIB. L'exécutif prévoit aussi que les recettes fiscales ne baisseront pas davantage que l'activité, moins 10,7 milliards d'euros de recettes fiscales nettes par rapport à la loi de finances initiale. Or, lors de la crise financière de 2008, cette chute était bien supérieure. Ce projet de loi de finances rectificatif était une estimation provisoire qui dépendait de la durée de l'épidémie en France et dans les pays européens ainsi qu'aux États-Unis. Le Haut Conseil des finances publiques confirme la grande fragilité de ces prévisions à cause du contexte d'incertitude exceptionnellement élevé que nous connaissons. Ces chiffres ne sont donc que provisoires et devraient chuter de manière significative dans le cadre d'une nouvelle loi de finances rectificative qui prendra en considération donc la période de crise économique consécutive au Covid-19. Le projet de loi de finances initiale, il prévoyait toujours la suppression de la taxe d'habitation. Le projet de loi de finances de 2020 confirmait donc en effet la suppression définitive de la taxe d'habitation pour 80% des foyers en 2020. Pour les 20% des ménages restants, la suppression se déploierait jusqu'en 2023. Le texte valide le transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes dès le 1er janvier 2021. Et l'État compensera aux communes la différence entre la recette de taxe d'habitation supprimée et la ressource de taxe foncière départementale transférée au moyen d'un coefficient correcteur. Une opération qui pèsera 1 milliard à l'État, soit le coût du différentiel entre les produits de taxe d'habitation, 15,2 milliards,
et le montant de la taxe foncière, sa part départementale, de 14,2 milliards. Le projet de loi prévoyait aussi la poursuite de la révision des valeurs locatives cadastrales. Le principe de la poursuite de la révision des valeurs locatives cadastrales pour les locaux d'habitation a été fixé dans ce projet de loi de finances 2020, mais le processus sera effectivement lancé après 2022. L'État promet d'ores et déjà une compensation à l'euro près grâce à la mise en place d'un coefficient correcteur, le COCO. Ce mécanisme prévoit que les surcompensations seront prélevées directement à la source et reversées aux communes sous-compensées par l'intermédiaire du compte d'avance. Les mesures d'urgence liées au Covid-19. Des incidences fortes en 2020 pour une partie des collectivités territoriales. La crise sanitaire a mis sous pression les budgets de certaines collectivités qui constatent une baisse de leurs recettes. Toutes les catégories de collectivités ne sont cependant pas également exposées aux risques et les conséquences de la crise sur leurs finances ne seront pas les mêmes partout, en partie dans les collectivités d'outre-mer, communes touristiques ou dans les départements. Les travaux d'évaluation montrent que les recettes de collectivités locales pourraient diminuer d'environ 7,5 milliards en 2020, toutes catégories confondues. Ces données ayant vocation à être actualisées au cours de l'année. Ces pertes seraient réparties sur le bloc communal à hauteur de 3,2 milliards, les départements pour 3,4 milliards et les régions pour 0,9 milliards. La volonté du gouvernement est d'adapter la réponse pour qu'elle corresponde bien aux réalités de chaque territoire. Une clause de sauvegarde sur les recettes pour les communes. Pour la première fois, l'État financera intégralement une clause de sauvegarde pour les principales recettes du bloc communal. Toutes les communes et leurs groupements pourront bénéficier en 2020 d'une clause de sauvegarde de leurs recettes fiscales et domaniales. Si celles-ci sont inférieures à la moyenne des 3 derniers exercices, donc de 2017 à 2019, l'État versera une dotation qui permettra de garantir ce niveau. Le coût total, qui est estimé par l'État, est de 750 millions d'euros. C'est la première fois que l'État met en place une telle garantie. Le calcul s'adapte à la réalité vécue par chaque bénéficiaire. Si une commune perd 10% de ses recettes par rapport au point de référence 2017-2019, elle reçoit un versement égal à ces 10%. Si une commune perd 3% seulement, le versement correspond à ces 3%. Si une commune a des recettes qui restent supérieures à la moyenne des 3 dernières années, elle ne perçoit bien sûr aucune aide. Le mécanisme toucherait entre 12 000 et 13 500 collectivités du bloc communal. Beaucoup de communes touristiques et des communes d'outre-mer bénéficieront de ce dispositif. Il est également prévu un soutien en trésorerie d'une ampleur inédite qui permettrait aux départements de passer le cap de la crise en 2020. En 2020, en effet, les baisses de recettes pour les départements seront concentrées sur les droits de mutation à titre onéreux, appelés frais de notaire, confirmant le caractère très cyclique de cette ressource. Pour faire face à la baisse des recettes, les conseils départementaux pourront solliciter les avances sur le produit des DMTO, dotation à titre onéreux. Les dotations de Donc, mutation oui, à titre onéreux. voilà, ça y est, j'arrivais par là. Les mutations à titre onéreux, voilà, les ventes d'immeubles. L'État ouvrira 2,7 milliards à cet effet. Un soutien exceptionnel donc à l'investissement public au service de la relance également. La dotation de soutien à l'investissement local sera abondée d'1 milliard d'euros dès cette année pour engager la relance dans les territoires. Cet abondement exceptionnel équivaudra quasiment à tripler l'enveloppe de 0,6 milliards à 1,6 milliard. Cette DSIL, donc dotation de soutien à l'investissement, sera orientée spécifiquement vers les objectifs de la relance, notamment la transition énergétique ou la santé. Elle pourra être utilisée pour le financement d'opérations partenariales avec d'autres collectivités territoriales. L'utilisation de ces moyens exceptionnels sera concertée avec les élus locaux. Il s'agit là d'un effort majeur au service de l'investissement public local. La prise en compte aussi des dépenses liées au Covid-19. Une annexe spécifique sera créée dans les budgets pour permettre à l'ensemble des collectivités territoriales d'y inscrire les dépenses liées au Covid-19. De plus, certaines dépenses de fonctionnement inscrites sur cette annexe
pourrait être lissé dans le temps et être financé par l'emprunt. Le surcroît de dépenses liées au Covid-19 ne menacera donc pas l'équilibre budgétaire des collectivités. En conclusion, même si la collectivité n'est pas fortement impactée financièrement par cette crise sanitaire et économique, il faut rester très prudent. Des incertitudes subsistent quant à l'avenir, notamment sur les dotations d'État qui risquent d'être minorées, mais aussi sur la capacité de l'État à compenser toutes les pertes de recettes des collectivités territoriales, que ce soit au niveau régional, départemental, des EPCI ou des communes. De manière habituelle, la collectivité se doit de rester prudente dans ses dépenses et doit s'efforcer d'assurer ses équilibres financiers. Donc on va commencer par le budget communal et le contexte financier communal pour la préparation de ce budget 2020. On va commencer par les recettes réelles de fonctionnement. En 2020, les recettes réelles de fonctionnement sont en baisse de 6,5% par rapport à l'année 2019. Les recettes budgétées, en effet, tiennent compte de la période de confinement et de la fermeture de certains services qui sont producteurs de recettes, comme la redevance et les droits de service à caractère culturel, tels que les pièces de théâtre, les locations de salles, également les redevances et droits de service à caractère périscolaire et d'enseignement, la cantine de l'école essentiellement. Donc vous voyez. Nous vivons là l'effet Covid, qui dit fermeture des services ou manifestation annulée, dit en parallèle les recettes qui étaient attendues et qui par conséquent ne rentreront pas, d'où effectivement la chute de ces recettes réelles de fonctionnement qui constituent en face des dépenses, naturellement, qui n'ont pas eu lieu également. En ce qui concerne les dotations, participations et subventions de l'État. Donc les dotations de l'État, vous le savez, ont baissé entre 2012 et 2017 pour un total de 271 091 €, passant de 830 687 en 2012 à 559 596 en 2017. Vous voyez cette chute vertigineuse jusqu'à 2017. Elles ont progressé pour la première fois en 5 ans en 2018. Une nouvelle hausse a été constatée en 2019 à hauteur de 34 091 €. Et en 2020, les dotations ont été une nouvelle fois revues à la hausse avec plus 23 464 €. Compte tenu de la crise sanitaire et de la crise économique qui va suivre, les dotations de l'État seront susceptibles d'évoluer à la baisse dans les prochaines années. Mais pour le moment, on peut constater une hausse sur ces 3 dernières années. Alors, vous voyez, ce graphe est intéressant. Il illustre ce que je vous disais en introduction, notamment sur ce que la précédente mandature a connu par rapport, et dès le début de la mandature, vous voyez la chute vertigineuse des dotations que nous avons eu à affronter entre 2014 et 2017, qui était un des éléments qui nous ont conduits à prendre des choix, des décisions courageuses. Fort heureusement, en parallèle, l'État aura considéré, on lui en sait gré, bien que les collectivités avaient aussi besoin de marge pour pouvoir continuer à agir. Nous sommes l'échelon le plus proche des attentes de nos concitoyens. Et donc, c'est cette hausse qui a été plutôt une bonne surprise et qui a permis d'accompagner d'autres projets du coup, qui auront pu être mis en œuvre alors qu'ils n'étaient pas spécialement prévus. Et on peut espérer, alors si ce n'est effectivement une poursuite de l'augmentation compte tenu du contexte, il ne faut peut-être pas rêver. En revanche, si on pouvait au moins obtenir une stabilisation, mais on est à quelque chose près, à part tout à fait. Vous voyez qu'il y a encore à peu près un peu moins de 20 000 € d'écart, mais revenus aux dotations que nous touchions au tout début du précédent mandat et donc à la mandature encore avant, ça nous permettrait déjà, la stabilité en termes de gouvernance est un enjeu essentiel pour pouvoir se projeter. La question de nos capacités est importante, mais la question de la stabilité de nos ressources est tout aussi importante. Les produits des impôts locaux, donc taxes d'habitation et taxes foncières. Donc c'est le premier poste de recette de fonctionnement de la ville. Comme chaque année, la revalorisation des valeurs locatives augmente mécaniquement les recettes fiscales, alors que les taux d'imposition, les impositions locaux, ne subissent aucune augmentation. Les états fiscaux pour l'année 2020 prévoient le produit fiscal tel qu'inscrit ci-dessous, donc c'est-à-dire 1 791 336 €. Donc aucune hausse de taux n'est prévue sur l'année 2020. Voilà, pour 2020, c'est important de le dire, comme l'année dernière et comme l'année encore avant. Donc aucune augmentation de la fiscalité à l'échelon communal n'est envisagée.
Ça ne veut pas dire que sur leur feuille d'impôt, nos concitoyens ne verront pas sur l'addition totale, dont je rappelle qu'elle concerne, en fonction de la feuille, mais en tout cas la colonne de la commune, la colonne du département et parfois la colonne de l'intercommunalité ou la colonne de la région. Et même si aucune de ces collectivités n'augmente ces taux, ce qui est a fortiori probablement le cas, vous pouvez quand même avoir un total qui bouge légèrement, qui fluctue de quelques euros. Alors ça, cette revalorisation mécanique, elle est due justement à ce que vous expliquez, Madame Brosotadi, sur les valeurs locatives. La valeur locative, c'est un loyer fictif qui est calculé sur la base de votre bien. Et ce loyer fictif, cette valeur fictive, elle augmente avec le coût de la vie. C'est-à-dire que plus le coût de la vie va en augmentant, plus on considère que votre bien, et ça dépend, enfin, ce sont de savantes recettes, mais s'apprécie. Et par conséquent, c'est sur cette somme que sont calculés les impôts sur la base des taux que chaque collectivité vote. Les autres recettes, donc nous avons les impôts indirects. Donc une baisse est prévue au budget primitif 2020 pour prendre en compte la diminution mécanique de l'attribution de compensation de la CAESE, la communauté d'agglo et d'emploi Sud-Essonne. Le pacte financier et fiscal qui a été voté par la communauté d'agglo de l'Étemploi Sud-Essonne a porté ses fruits en 2019 puisque nous avons eu un premier versement de 2049 €. Cette somme correspond au reversement d'une partie des nouvelles richesses économiques qui ont été créées sur la commune en matière de CFE, CVAE, puisque vous savez que c'est la communauté d'agglo qui perçoit ces deux taxes. Avec la mise en service des éoliennes, la commune pourra prétendre au reversement d'une partie de l'IFER qui sera non négligeable. Mais nous avons également le produit des activités des services. Ce chapitre regroupe les recettes payées par les usagers, théâtre, services cantine, concession d'un cimetière. Les recettes ont été minorées afin de prendre en compte la fermeture des services durant la période de confinement et le fonctionnement réduit en période de déconfinement progressif. Et les tarifs de ces services ne subiront aucune augmentation en 2020. Peut-être une petite précision sur le pacte financier et fiscal, et notamment à l'attention des nouveaux élus. Celui-ci a donc été instauré entre l'agglomération et ses communes membres il y a maintenant plus d'1 an et demi. Le but, il est le suivant. Il faut savoir que l'ancienne taxe professionnelle qui était perçue donc par les communes, à partir du moment où les communes ont rejoint un établissement public de coopération intercommunale, une communauté de communes, cette ancienne taxe, cet ancien impôt sur les sociétés, je vais vous le donner, c'est pas grave. L'ancienne taxe professionnelle, merci, a été transférée de droit à l'agglomération pour pouvoir justement faire face elle-même à son propre fonctionnement, moyennant un mécanisme de reversion aux communes, c'est-à-dire les charges transférées en moins. Alors, sans rentrer dans cette mécanique, retenez une chose, c'est par conséquent, toute richesse nouvellement créée sur notre territoire depuis 2013 ne nous bénéficie plus. C'est-à-dire que c'est l'agglomération qui, mécaniquement, perçoit les richesses nouvellement créées. L'ensemble des élus de l'agglomération se sont réunis pour se dire de quelle manière il pourrait y avoir un dispositif d'intéressement, si je puis dire, qui permet justement de récompenser les communes qui œuvrent à continuer à avoir du développement économique sur leur territoire, puisque indirectement, par ce mécanisme, rien ne les y incitait. Qu'elles ne créent pas de richesse économique, elles percevaient une somme qui était gelée. L'agglomération y avait un intérêt, mais elle seule. Donc c'est le pacte financier fiscal pour lequel la répartition 80-20 a été décidée. C'est-à-dire que pour 100 € de nouvelles richesses économiques créées sur Angerville, 20 € reviennent directement chaque année, mécaniquement, à la commune. Voilà. Donc c'est un intéressement qui permet du coup aux communes qui ont un dynamisme économique de continuer à le porter. C'est un engagement gagnant-gagnant. L'agglomération se retrouve à avoir des maires qui accompagnent la dynamique, puisque ça bénéficie à tout le territoire. Et en local, les communes ont un intérêt aussi propre pour leur budget, une reversion de cette mécanique de valorisation. Et enfin, il y a également sur la partie de l'IFER, qui est un impôt donc, qui concerne tout ce qui est fluide, voilà, souvent on trouve sur l'électricité, et en l'occurrence là, on l'a sur les éoliennes. Les éoliennes génèrent mécaniquement une CFE et une CVAE, contribution foncière des entreprises et contribution sur la valeur ajoutée des entreprises. Donc c'est l'ancienne taxe professionnelle qui désormais est éclatée sous ces deux appellations. Et vous avez également, donc une éolienne paye de la CFE et de la CVAE, mais elle va payer aussi une IFER. Là aussi, vous savez que nous avons 9 éoliennes qui ont été implantées sur la commune, qui ont été mises en service, ça fait presque 1 an maintenant, qu'elles tournent correctement. Et là, c'est une richesse mécanique qui devait à 100% être reversée à l'agglomération. Là aussi, une répartition de 60-40 a été définie avec l'agglomération. 60% de l'IFER est reversé à l'agglomération, est gardé par l'agglomération. 40% est reversé aux communes, la commune d'implantation et les communes qui sont dites impactées par le projet éolien.
Et ensuite, dans ces 40%, donc 60% vont à la commune d'implantation et les 40% restants sont répartis envers les communes qui sont impactées par le projet. Voilà. Bon, c'était important de faire le point là-dessus pour ce que constitue ce pacte financier fiscal. Retenez que voilà, l'ensemble des maires du territoire et par la fortiori donc des élus de l'intercommunalité ont souhaité justement qu'il y ait aujourd'hui un intéressement réciproque au développement d'activités économiques sur notre territoire dans un partenariat gagnant-gagnant pour que nous continuions, nous, maires et in fine les conseils municipaux, à œuvrer pour développer l'économie créatrice de richesses et d'emplois sur nos territoires. Donc, le contexte financier communal de la préparation du Critère 2020, donc un effort à maintenir pour poursuivre la maîtrise des dépenses de fonctionnement. Donc, vous voyez, alors on parle de budget primitif, les BP, et le CA, c'est ce qui a été réalisé, hein, vous voyez, pour chaque année. Donc, de BP à BP, c'est ce qu'on compare actuellement. Donc, des dépenses réelles stables. Est-ce que tu peux mettre le flyer plus tard après, parce qu'il y a toutes les explications. Donc, les dépenses de fonctionnement restent donc relativement stables d'année en année. Une gestion rigoureuse, la renégociation des contrats et la mise en concurrence ont permis de maîtriser les dépenses. Il est à noter que sur les BP depuis 2017, une réserve correspondant aux futures charges de la maison de santé avait été portée en dépenses imprévues pour qu'on s'habitue à prendre en compte cette dépense. Donc cette année, cette dépense sera réalisée pour la somme de 70 000 € et transférée au budget ZIA, puisque la maison de santé sera gérée sur ce budget. Globalement, de BP à BP, les dépenses réelles de fonctionnement diminuent d'environ 2,3%, soit environ 93 900 €. Si tu veux remettre le truc pour qu'on se revoie. Voilà. Donc, vous voyez cette stabilité, même une légère baisse là depuis 2 ans de BP à BP. Et voilà. Et qui a donc, comme cela vous a été rappelé, été stabilisé grâce aussi à une anticipation. C'est là où je vous disais tout à l'heure, gouverner c'est prévoir. Lorsque nous avons lancé le projet de la maison de santé, nous savions que c'était un projet d'investissement important. Mais l'investissement, c'est une chose, le fonctionnement, c'en est une autre. Vous savez qu'une fois que vous créez quelque chose, vous devez le faire fonctionner, vous devez l'entretenir, vous avez des charges d'électricité, d'eau, etc. Et même s'il y a aujourd'hui des loyers qui sont perçus, la volonté a été d'avoir des loyers qui soient attractifs. Aujourd'hui, l'ensemble de la superficie foncière n'est pas occupée par les professionnels, donc la commune prend à sa charge aussi le delta. Et donc, il fallait aussi s'habituer au moment où la maison de santé serait en fonctionnement et où mécaniquement des dépenses de fonctionnement allaient être générées, à ce que ça ne fasse pas une surprise dans le budget, avec ces 70 000 €. Donc, on s'est habitué à partir du moment où on a lancé le projet à mettre de côté comme une sorte de réserve, de dépenses fictives, entre guillemets. Alors, le mécanisme est de se dire, on les met de côté, on y touche pas, on fait comme s'ils étaient, prêts à être dépensés. On ne les dépensait pas, mais on les gardait de côté pour que lorsque la dépense arriverait, nous n'ayons pas à se dire où aller chercher l'économie, etc. et être en capacité, tel qu'on le fait aujourd'hui et qu'on le démontre avec cette stabilité, à faire face à cet investissement. Les charges à caractère général. Donc, vous voyez, ces charges indispensables au fonctionnement quotidien des services municipaux, ce sont les fluides, les assurances, les dépenses diverses. Elles sont prévues en diminution, principalement parce qu'en 2019, ça marquait la fin du reversement de la DRAC à hauteur de 111 117 €. Je vous en ai parlé lors de notre réunion du 6 juin. Donc, c'était une subvention de la DRAC que la commune avait perçue pour la construction de la médiathèque, qui a été reversée à la communauté d'Aglo sur 18 mois, donc une partie sur 2018, le solde en 2019, puisque c'est maintenant la communauté d'Aglo qui porte le projet de cette médiathèque. Donc, on note donc cette baisse de 8%, environ 120 000 €, donc qui est essentiellement constituée de la DRAC. Et les charges à caractère général sont donc stables par rapport à l'année 2019. Les charges de personnel, écoutez, elles sont stables également depuis 2017. C'était l'année de développement des nouvelles politiques de la collectivité, la police municipale, le service jeunesse, l'espace Simone Veil. Donc, il embauche de nouveaux agents. C'est pour ça qu'en 2017, on constate une augmentation. Mais depuis, ça reste stable. Donc, comme chaque année, les avancements d'échelon, par contre, et de grade, impactent ce chapitre automatiquement, pour le savoir. Mais globalement, c'est stable depuis 2017.
Les autres charges. Donc, dans les autres charges, vous avez de gestion courante, vous avez les subventions aux associations, la caisse des écoles, le CCAS, les indemnités des élus, les participations intercommunales. Ce poste des dépenses est en hausse par rapport au BP 2019, consécutivement d'abord à la participation au siège, c'est le syndicat d'énergie, pour laquelle les derniers trimestres de l'année 2019 n'ont pas été facturés, donc seront dus sur 2020. Donc en 2020, donc on se retrouve donc à pratiquement 2 années. Il y a également la participation, comme on vient de vous le dire, à la maison de santé à hauteur de 70 000 € pour son fonctionnement. Au versement également de la participation à la classe de neige qui n'avait pas eu lieu l'année précédente, et à l'augmentation des subventions exceptionnelles au profit des associations qui seraient en difficulté au regard de la crise. On a prévu une somme si toutefois il y avait un souci pour des associations. Les atténuations de produits. Il s'agit entre autres de contributions que la commune doit reverser à l'État. Il s'agit du FNGIR, du FPIC et du prélèvement SRU. Donc le prélèvement SRU, c'est le prélèvement, la pénalité pour le manque de logements sociaux. Donc en 2018 et 2019, la ville avait bénéficié de l'exonération du prélèvement au titre des logements sociaux. Donc à hauteur de 28 362 €, on avait été exonéré 2 années. Mais en 2020, malgré la demande d'exonération qui a été faite auprès de l'État, avec l'appui du préfet du département et du préfet de la région, la commune devra s'acquitter d'une pénalité à hauteur de 50 000 €. Concernant le FPIC, la loi de finances ne prévoit pas de hausse et la communauté d'agglo devrait prendre une fois de plus l'augmentation à sa charge, enfin l'augmentation précédente, sous réserve des difficultés financières liées au Covid-19. En effet, en 2019, le prélèvement de droit commun au titre du FPIC était de 37 904 €. La communauté d'agglo avait décidé de prendre à sa charge l'augmentation de 10 062 €, qui ramène ainsi le montant à payer pour la commune à 27 842 €. Donc cette année, on avait inscrit la même somme en espérant que l'agglo pourrait continuer à nous aider. Peut-être une précision sur l'article 55 de la loi SRU, qui, vous savez, aujourd'hui, en tout cas en Ile-de-France, prévoit l'obligation pour les communes de notre strate appartenant à une agglomération avec une ville-centre de plus de 15 000 habitants, donc nous cochons toutes les cases, obligation d'avoir aujourd'hui en Ile-de-France 25% de logements sociaux. La commune d'Angerville compte environ aujourd'hui entre 10 et 10,5% de logements sociaux. Vous voyez donc que le gap pour atteindre les 25% aujourd'hui est important. Pour autant, même si la commune a été exonérée pour des raisons qui sont quand même évidentes, je vous rappelle que cette obligation de 25% de logements sociaux s'applique donc de manière indifférenciée à toute l'Île-de-France, que les communes soient bien ou mal pourvues en termes d'infrastructures de transport, qu'elles soient bien ou mal pourvues en termes de bassin d'emploi. Aujourd'hui, l'Île-de-France est malheureusement, en tout cas, lorsqu'on prend ce prisme assez parisien, regardé comme un ensemble. Pour autant, dans d'autres circonstances, parfois, on a le sentiment, à l'exception du soutien de la région, mais de ne pas appartenir aux mêmes entités, eh bien, c'est ce qui fait que mécaniquement, nous sommes aujourd'hui contraints de devoir réaliser ces logements sociaux. Alors, je le rappelle quand même qu'entre 2014 et 2020, la commune d'Angerville a réalisé 41 logements sociaux. Elle a permis donc la création de ces logements. Nous ne sommes absolument pas contre la création de logements, il en faut, mais vous comprenez bien que entre créer progressivement du logement social pour accompagner la demande et a fortiori privilégier, j'ose le dire, la demande locale faite par des personnes qui ont fait le choix de résider sur notre commune ou sur nos territoires, souhaitent y demeurer, souhaitent y rester et sont éligibles et donc il faut pouvoir les accompagner du mieux que nous puissions. Par contre, parfois lorsque vous créez des projets de grands ensembles, ce dont nous ne voulons pas, pour 2 raisons. La première, c'est que ça a démontré par le passé son inefficacité, surtout des échecs en termes d'aménagement de territoire et en termes de cohésion. Ça a été plutôt l'inverse qui s'est produit. Et puis, deuxièmement, parce que ce que nous souhaitons aussi, c'est permettre aux personnes qui, sur nos territoires, souhaitent accéder au logement social, plutôt que d'éviter le phénomène un petit peu d'aspiration qui, par l'effet de beaucoup de logements qui se créeraient d'un coup, ferait en sorte que d'autres habitants, d'autres secteurs qui ne connaissent pas les enjeux de la ruralité, qui ne connaissent pas nos difficultés en termes, je le redis, de maillage de réseau de transport, en termes d'éloignement aussi à certains bassins d'emploi,
qui viendraient s'installer en ne prenant en compte que le fait d'avoir le logement. Et nous savons que mécaniquement, ensuite, eh bien, les problématiques d'accompagnement de ces familles qui ne sont pas du tout au fait de territoire et de la réalité de nos territoires, eh bien, ces mécaniques d'accompagnement, après, elles tombent aussi sur les communes, qui ne peuvent pas laisser, ça va sans dire, des familles dans des difficultés, qu'elles soient sociales, qu'elles soient en emploi, etc. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, le but pour nous, c'est de continuer à accompagner la transformation de notre commune, c'est de continuer à créer des logements sociaux. Nous avons aujourd'hui en moyenne plus d'une soixantaine de foyers en Jarvillois qui sont inscrits en attente d'un logement social. Donc, le besoin, il est là. Nous continuerons d'en faire de manière homogène, mais nous refusons à lancer de vastes opérations qui permettraient, en un coup de crayon, eh bien, de remplir nos objectifs, en faisant fi des notions de cohésion, des notions d'aménagement, des notions de développement qui doivent se faire de manière harmonieuse, et pas simplement créer un grand ensemble en disant, ben voilà, on a réussi l'objectif. Alors, nous sommes donc contraints de payer une pénalité. À cette pénalité, qui est quand même de 50 000 € par an, va s'ajouter aussi une obligation à construire. Parfois, certains esprits se disent, eh bien, la commune n'a qu'à payer la pénalité, point. Alors non, ce mécanisme-là n'existe pas. Vous vous doutez bien que le législateur a quand même prévu parce que des communes ont par le passé continué encore, notamment de communes que je ne citerai pas ici, mais on trouve plutôt dans les Hauts-de-Seine. Pour habitude, je vais dire, nous on paye, puisqu'on ne veut pas de logements sociaux. Alors, ce n'est pas du tout, nous, d'ailleurs, notre philosophie. Le législateur a prévu que si la commune, donc, qui va recevoir donc, une obligation à construire, lors du dernier mandat, nous avions eu une obligation triennale, c'est-à-dire sur 3 ans de créer donc, 39 logements, entre 39 et 40 logements sociaux. On a créé 41, donc nous, on a respecté l'engagement triennal. C'est d'ailleurs ce qui nous a permis de pouvoir, au titre des années 2018 et 2019, être exonérés, puisqu'entre 2014 et 2018, nous avions rempli les objectifs. On l'a fait de manière cohérente, de manière homogène, et en faisant en sorte que le logement soit harmonieusement réparti sur la commune pour qu'il y ait de la mixité. Aujourd'hui, il n'y a que ça qui fonctionne. On doit avoir des projets d'ensemble, et non pas d'un côté le social et de l'autre côté le privé. Donc, on l'a fait. Mais donc, on va avoir une nouvelle obligation à construire qui va nous être prochainement notifiée. Donc, ce sera l'occasion d'en débattre et d'en discuter, puisque la commune continuera, comme elle a toujours fait, bien, à anticiper, à créer ces logements pour pouvoir répondre aux besoins. Si la question devait être posée, si la commune ne respecte pas l'engagement triennal, qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, la pénalité peut de fait être mécaniquement et très substantiellement augmentée, puisque là, elle passerait à un pourcentage du produit de fonctionnement de la commune. Donc ça peut être une somme qui dépasse allègrement les 100 000 €. Et le préfet prendrait la main sur le droit de préemption. Le droit de préemption, aujourd'hui, c'est le maire qui l'a par délégation du conseil municipal. C'est partie des décisions, enfin des pouvoirs que vous m'avez transférés pour lesquels je dois vous en rendre compte. Ce qui permet, lorsqu'il y a un projet au maire, de préempter, c'est-à-dire de dire c'est la commune qui va faire l'acquisition parce qu'il y a un projet d'intérêt général. Demain, c'est le préfet qui peut avoir ce droit de préemption, ce qui veut dire que dès l'instant où un terrain, et peut-être même d'ailleurs un terrain communal et autres, serait à vendre, sera susceptible de pouvoir accueillir un projet, bien, le préfet préempte et confie un bailleur pour construire. Ce qui veut dire que les élus locaux sont dessaisis de tout projet de construction, de toute cohérence et de toute association à ce qui se fait en termes d'urbanisme sur leur commune. Vous voyez que le risque n'est quand même pas neutre et qu'il mérite que nous soyons à la fois pragmatiques pour continuer à accompagner la création de logements sociaux sur notre commune, mais en le faisant de manière aussi cohérente par rapport à nos propres fragilités. Il faut dire la vérité, et sans rentrer dans les clichés, nous avons aussi une commune qui est socialement fragile, et par conséquent, nous devons toutes et tous y être très vigilants. Je ne fais pas de clichés en vous disant, c'est bien au contraire d'ailleurs, que les familles qui sont dans le logement social seraient des familles socialement fragiles. Nous en avons aussi, et beaucoup plus qu'on ne le pense, en Jarry, dans les logements privés, donc il y a une transition à accompagner, notamment à travers la création de ces logements, mais ça doit se faire de manière cohérente pour faire en sorte que notre ville continue à converger en termes de cohésion vers du mieux, vers du plus, en tirant tout le monde vers le haut, plutôt que simplement en voulant faire le nivellement qui nous ferait remplir nos obligations sans s'intéresser et surtout sans se questionner sur demain quelle Angerville nous voulons-nous et de quelle manière en accompagnant son développement. Voilà, c'était important quand même que je refasse le point sur cet article 55 qui donc réapparaît depuis cette année, alors même, ce qui prouve quand même que nos demandes étaient loin d'être, je dirais, inutiles, que le préfet a appuyé notre demande de prolongation de l'exonération et que le préfet de région l'a également accompagné. C'est le ministère de la Cohésion et des Territoires, en lien avec le ministère du Logement, qui, au titre de l'Île-de-France, considérant que l'Île-de-France, vous voyez qu'à nouveau, nous sommes considérés comme un seul ensemble, et sans prendre en compte les particularités, notamment des territoires ruraux, eh bien, le ministère a considéré que, c'est un fait, en région Île-de-France, le logement est tendu, les besoins en termes de logement, et par conséquent en termes de logements sociaux, sont là, ils sont bien présents, et donc, il est hors de question d'accorder une nouvelle dérogation. D'ailleurs, sur l'agglomération, les communes qui avaient pu bénéficier de ces exonérations ont toutes été traitées de la même manière que nous, c'est-à-dire plus d'exonération, il faut construire. Donc, on devra le faire de manière pragmatique,
en veillant naturellement à préserver les équilibres de la commune et faire en sorte d'accompagner tout le monde vers le haut et de ne pas avoir demain, ou de ne pas se voir reprocher, de ne pas avoir su anticiper ces enjeux de mixité, de cohésion qui, pour moi, en tout cas, sont essentiels et au regard aussi de ces particularismes que certains esprits parisiens ne maîtrisent pas spécialement, à savoir la ruralité, qui a bon nombre d'atouts dont nous sommes extrêmement fiers, mais qui comporte aussi certains sacrifices et certaines difficultés, notamment en termes d'éloignement de bassin d'emploi. Il ne suffit pas simplement de créer des logements quelque part et puis de dire ensuite on ferme les yeux, on ne s'occupe pas de ce qui se passe. Derrière, il y a des familles, il y a des vies, il y a des situations et on doit être en capacité de voir jusqu'au bout quand on mène un projet. Bon, désolé, j'ai été très long, mais ça me semblait important voilà, de donner les éléments de langage en ce début de mandature sur l'article 55 de la loi SRU. Alors, la capacité d'autofinancement brut. Voilà, un gros mot. Alors, la capacité d'autofinancement, donc la CAF, elle représente l'excédent du résultat du fonctionnement qui est utilisable pour financer les opérations d'investissement, le remboursement de la dette, les dépenses d'équipement. Elle est calculée par différence entre les produits réels, hors produits de cession d'IMO, et les charges réelles, hors valeur comptable des immobilisations cédées, donc pour le fonctionnement. La CAF brute est en priorité affectée au remboursement des dettes en capital. Vous voyez qu'en 2014, 2015, 2016, on était à zéro ou quasiment. Hein. On était vraiment très très mal. Nous n'avions plus de capacité d'autofinancement. En 2017, la restauration de la CAF a pu être faite grâce à la revalorisation des taux d'imposition. La forte augmentation que vous constatez en 2018, elle est liée essentiellement aux participations de la société Valorem dans le cadre du projet éolien et dans son aide financière. Donc vous voyez qu'en 2019, on est bien, notre capacité d'autofinancement, elle est correcte. Elle est un petit peu moins élevée qu'en 2018, mais c'est parce qu'en 2018, c'était la participation de Valorem. Parce que nous avons justement, effectivement, bien respecté l'engagement qui avait été nôtre. Hein. C'est 700 000 euros qui ont été versés d'un seul tenant par Valorem dans le cadre d'échanges que nous avons eus durant une bonne partie du mandat précédent par rapport au projet éolien, qui a notamment conduit aussi à la suppression d'une éolienne. Ces 700 000 euros, nous avons voulu que leur affectation soit la plus transparente possible. Ils sont tombés d'un seul tenant dans le budget communal et ils ont été affectés à la rénovation des structures sportives. Ces 700 000 euros ont permis de mettre en œuvre les travaux qui ont été entrepris sur le stade, ont permis de mettre en œuvre les travaux de rénovation du gymnase et ils ont permis de mettre en œuvre également les travaux de rénovation des tennis. Voilà, c'était comme ça pour nous important, ils avaient été fléchés et donc aujourd'hui, chaque contribuable peut juger sur pièce de l'affectation de ces 700 000 euros tels que nous nous étions engagés. Ils n'ont pas servi à combler je ne sais quel déficit ou autre, mais bien à être réinvestis au service de nos habitants pour qu'il y ait qu'ils puissent en voir un effet bénéfique tout de suite. Donc vous voyez que c'est ce qui fait légèrement diminuer cette CAF brute, mais la ramène à une forme de stabilité aujourd'hui qui, vous le constaterez, est quand même nettement supérieure. Et ce n'est pas un euphémisme par rapport à ce que nous avions au début du mandat précédent. Et qui, donc du coup, avait largement commencé à s'amorcer lors du mandat encore avant, puisque les différences entre les charges réelles de fonctionnement et les recettes réelles les charges et les recettes de fonctionnement, vous voyez, étaient effectivement très resserrées. La dette. Donc la dette, actuellement, elle est constituée de 6 emprunts. Donc celui pour l'extension du groupe scolaire, vous voyez qu'au 31/12/2020, il restera 93 223,58 €. Les services techniques et la salle de motricité, c'est un emprunt commun. Au 31/12/2020, il restera 276 684,88 €. L'acquisition de box de garage, il restera 83 618 à la fin de l'année. Et pour l'espace Simone Veil, il restera 315 350 € au 31/12/2020. Il y avait également un prêt de la ZDI et il restera 48 323,80 €. Et l'emprunt de la maison de santé, que vous voyez ici, au 31/12, il restera 770 000 €. Sachez que cet emprunt, donc, il est sur le budget annexe de ZIA, de la maison de santé. Donc ce nouveau prêt, il a été contracté en 2019 donc pour financer les travaux de la maison de santé à hauteur de 800 000 € pour une durée de 20 ans au taux de 0,94 %.
Alors là aussi, petite précision que je tiens à apporter, c'est important, nous sommes en début de mandature et par conséquent, nous sortons aussi d'une campagne où certaines choses ont pu être dites. Donc vous voyez que, parce qu'un homme ne peut pas mentir, hein, il va de soi que nous engageons notre responsabilité. Donc nous le redisons, un seul et unique emprunt de 800 000 € a donc été fait pour la maison de santé, il n'y a pas d'autre emprunt caché ou que sais-je encore. Il ne faut pas confondre lorsqu'on regarde des matrices budgétaires avec ce qu'on appelle parfois des emprunts d'équilibre, qui veut dire sur des écritures comptables, ça ne veut pas forcément dire que l'on réalise l'emprunt. Ce qui a vraiment été réalisé, c'est ce qui a été annoncé, pas autre chose, 800 000 € sur une durée de 20 ans, à des taux, vous voyez, défiant toute concurrence. Je remercie d'ailleurs nos services d'avoir su avec sagacité consulter les établissements bancaires pour tirer le meilleur pour l'intérêt des Angers-Villois, donc pour cet investissement d'avenir qui, on le verra juste après, ne nous ramène même pas d'ailleurs, même si on va s'y rapprocher, mais en tout cas à ce qui a pu être l'endettement le plus élevé de la commune, qui était en 2012. Vous voyez, le graphe va apparaître. Voilà. Donc, vous voyez, donc, ça va de 2010. Vous voyez, en 2017, nous avions plusieurs emprunts qui s'étaient éteints. Donc, c'est pour ça que nous étions au plus bas de notre annuité de dette, mais ça nous ouvrait droit à un nouvel emprunt. C'est pour ça qu'on savait qu'on allait pouvoir faire la maison de santé, parce qu'on allait pouvoir à nouveau emprunter. Vous voyez qu'en 2018, on a fait un emprunt, mais ça c'était pour l'acquisition des box. Et voilà, le pic, là, en 2020, bah, c'est l'emprunt pour la maison de santé. Et vous voyez aussi qu'en 2023, 2024, on va avoir de nouvelles possibilités. Il y a des emprunts qui s'éteignent à nouveau. Donc, ça nous ouvre à nouveau des perspectives d'emprunt futurs. 2023, ça correspond à la mi-mandat. C'est en général le temps qu'il faut à une équipe pour avoir monté ces projets les plus structurants, tels que, eh bien, nous, voyez, ça avait correspondu à 2017, c'est-à-dire c'est la mi-mandat. En 2017, on a pu mettre en œuvre le gros projet de la mandature, l'un des gros projets, ça ne sera pas été le seul, mais en tout cas celui sur lequel on aura fait l'emprunt de la maison de santé. Donc là, on aura d'autres perspectives qui s'offriront à nous et qui vont pouvoir être travaillées dans les prochains mois. Et donc, vous voyez qu'en 2020, là, sur le plateau 2020-2022, on est toujours en deçà de ce qui se passait en 2011-2012. Donc, vous voyez, voilà, la commune est très peu endettée. Quelques ratios maintenant qui sont calculés sur le BP 2020. Il faut savoir que les chiffres comparatifs sont ceux de 2017. Hein, mais bon, voilà, c'est tout ce qu'on avait, mais on vous les donne quand même, quelques ratios. Donc, 933 €, ce sont les recettes de fonctionnement par habitant. Pour une commune de même strate, c'est 1019 € par habitant. 917 €, ce sont les dépenses de fonctionnement par habitant. Pour une commune de même strate, c'est 836 € par habitant. 144 €, ce sont les dotations de l'État par habitant. Pour une commune de même strate, on trouve 151 € par habitant. Et 414 €, produit fiscal par habitant. Pour une commune de même strate, c'est 452 € par habitant. Et la dette, 366 € par habitant. Pour une commune de même strate, c'est 782 € par habitant. Ces ratios donnent donc uniquement une tendance, hein, puisqu'ils sont calculés bien sûr du prévisionnel et sur des chiffres de 2017, mais voilà, ça donne quand même une idée de ce qui se passe. Les orientations budgétaires pour 2020, donc le maintien des taux d'imposition sans augmentation, la contribution de l'ensemble des services municipaux à la maîtrise des charges générales à l'instar des années précédentes, le lancement d'une étude qui vise à mesurer la situation financière de la commune, à identifier les engagements financiers et les marges de manœuvre, à repérer les enjeux organisationnels et l'optimisation des moyens, à évaluer l'impact de la crise sanitaire actuelle pour élaborer une feuille de route réaliste pour la durée du mandat. C'est également la prudence dans les dépenses de la collectivité, compte tenu de l'impact financier de la crise sanitaire pour les collectivités, qui s'ajoute aux incertitudes et aux menaces qui pèsent déjà sur les budgets locaux. C'est également le maintien de l'autofinancement à un niveau permettant de nous projeter dans l'avenir. Des projets municipaux ambitieux maintenant. Le budget 2020 se construit dans un contexte particulier dû premièrement au renouvellement des membres du conseil municipal, mais aussi dû à la crise sanitaire. Donc cette année budgétaire sera donc consacrée à la réflexion et à la préparation de différents projets qui seront développés à court terme. En matière de culture et animation, déploiement du réseau de boîtes à livres, notamment dans les hameaux. En matière de solidarité,
avec la mise en œuvre d'une mutuelle municipale. Le but de cette initiative est de regrouper tous les habitants qu'ils souhaitent pour négocier en groupe une mutuelle à des conditions tarifaires compétitives. On s'en fera pour la ville, bien sûr. Également, la création d'une résidence intergénérationnelle, accessible, avec des logements adaptés aux besoins des personnes âgées, ainsi qu'aux personnes à mobilité réduite et aux jeunes qui quitteraient le domicile familial. L'accompagnement pour la mise en place d'une halte répit en faveur des aidants qui vivent avec des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Également, la réflexion sur la création d'un accueil pour personnes âgées désorientées grâce à des logements et un encadrement adapté, un projet innovant et unique en Essonne. La création également du dispositif « J'irai discuter chez vous » pour rompre l'isolement des personnes âgées et renouer du lien social avec les seniors isolés grâce à des visites, des sorties, des discussions, tout ça sur la base du bénévolat. Organisation également avec le concours des jeunes et des familles, des ateliers cuisine pour les aînés isolés. En matière d'environnement, l'organisation d'une bourse aux fleurs avec distribution des végétaux des espaces publics en fin de saison pour leur offrir une seconde vie. La revalorisation des parcs municipaux, en commençant par celui du bois de la piscine, avec la reprise des chemins en grave et la plantation d'arbres avec des essences locales. La réflexion sur la création de liaisons douces pour obtenir un véritable maillage sur la ville, et la réflexion sur l'approvisionnement de produits alimentaires en circuit court pour le restaurant scolaire, en partenariat avec le département et son projet en légumerie essonnienne. Et en ce qui concerne la démocratie participative, la mise en place d'un budget participatif pour impliquer les citoyens et permettre d'affecter une partie du budget communal à la réalisation de projets proposés par les habitants sous forme d'appel à projet. Ce budget a déjà été provisionné sur le BP 2020. En matière d'économie d'emploi maintenant, poursuivre le travail entrepris avec l'agglomération pour l'extension de la zone d'activité économique du Bois-Fontaine, permettant la création de richesses et une centaine d'emplois. En matière de communication, la refonte du site internet de la ville et le développement d'une application mobile pour perfectionner l'information des Angers-Villois. En matière de sécurité, le déploiement de la phase 3 de la vidéoprotection pour renforcer le maillage de la ville. Et en matière maintenant... sur tous ces grands projets, hein, vous l'aurez compris, hein, tout ne va pas être fait d'ici la fin de l'année 2020. En revanche, tous les dossiers doivent être ouverts, hein, il y a beaucoup de projets qui vont être mis à la réflexion, mais parce qu'ils font partie de nos engagements de mandature, hein, parmi d'autres. Donc, quand on porte des engagements auprès des électeurs, et bien ensuite, le but de la majorité qui est élue, c'est de les réaliser. Notre programme est un programme qui est ambitieux et qui surtout est bien nourri. Donc on a intérêt à s'y mettre rapidement. Et certains projets, je pense notamment à la création de résidences intergénérationnelles et autres, peuvent à la fois aller relativement vite, mais en même temps, il faut quand même correctement les confronter à nos conceptions, il faut en discuter, les projets architecturaux, il y a plein de choses à mettre en œuvre. Tout ça peut être mis sur l'ouvrage, si je puis dire, il doit être mis sur l'ouvrage dès cette année pour l'année prochaine, quand on sera dans des phases de réalisation, prévoir des budgets qui vont en face pour les mettre en œuvre. Et avec en parallèle, on le verra dans les mois qui viennent, et bien déjà des pré-réflexions pour l'exercice budgétaire suivant. Hein. Vous allez voir, un mandat, c'est à la fois long et en même temps court. Compte tenu des engagements qui ont été pris, eh bien, il n'y a plus une minute à perdre. On a déjà perdu 3 mois compte tenu de la période de confinement et autres. Donc, il va falloir qu'on puisse rattraper le travail en termes de réflexion et de mise en œuvre. Maintenant, on va parler du programme d'investissement. Donc, des opérations d'équipement sont prévues pour un total d'environ 1 115 000 €. Donc, pour le groupe scolaire, on a prévu la rénovation d'une classe, du dortoir et des sanitaires en maternelle, l'acquisition de vidéoprojecteurs pour l'école élémentaire, le renouvellement du mobilier d'une classe de CP et la mise en place de nouveaux bancs dans la cour de l'école élémentaire dans le cadre du projet qui a été porté par le Conseil municipal des enfants. Tout ça pour un total de 107 800 €. L'extension du cimetière pour 60 000 €, les travaux d'éclairage public et les renouvellements des décorations lumineuses de Noël pour 23 000 €, l'entretien des bâtiments communaux avec le remplacement des stores de protection solaire à la salle polyvalente, mais également la reprise de la toiture du judo et le remplacement des fenêtres de la mairie pour 52 500 €, la refonte du site internet de la mairie, l'acquisition de matériel qui permet de développer la visioconférence,
l'acquisition d'un logiciel d'urbanisme, le renouvellement de matériel informatique pour 37 500 euros. Immobilier de voirie, aménagement du quai de bus Fernand-Brégé et rénovation de la voirie pour 61 000 euros. L'équipement de services techniques municipaux, matériel divers et véhicules pour l'entretien de la commune à hauteur de 181 500 euros. L'installation d'une sirène d'alerte à la population et l'acquisition de défibrillateurs pour plusieurs bâtiments pour 27 000 euros. Et la réalisation d'un parking rue du Jeu de Paume pour 379 100 euros. À noter que nous avons une réserve de plus de 370 000 euros. Vous voyez, malgré ces plus d'1 million d'euros d'investissement, nous conservons une réserve de 370 000 euros. Là aussi, le but, c'est justement de garder un peu, je pense que l'expression de Badelaine est aujourd'hui appropriée, mais néanmoins, c'est de garder, par précaution, l'un des gros postes va concerner la récente du parking de la rue du Jeu de Paume, qui déjà est annoncé depuis un certain temps, a patiné pour plusieurs raisons. La première, c'était des raisons de conception. Aujourd'hui, on va effondrer un hangar. Alors, le hangar, en lui-même, c'est pas compliqué d'effondrer. En revanche, il y a pas mal de bâtiments qui sont dû s'ajouter autour du hangar qu'on va démolir, qui posaient des questions de structure. Si vous enlevez un ensemble, il faut garantir la solidité de ce qui demeure. Donc, il y a eu des études de sol plus approfondies qui avaient été réclamées, plus des questions d'amiante éventuelles, etc. Puis après, vous y ajoutez le confinement. Bref. On a quasiment perdu 8 mois sur ce projet. Donc l'enjeu maintenant, c'est de s'y remettre parce que ce projet de parking à proximité directe des écoles, il est aujourd'hui attendu pour des raisons de sécurité aux abords de l'école. On va essayer de désengorger un petit peu ces problématiques qui sont rencontrées lors des fortes heures d'affluence d'entrée et de sortie et permet d'avoir aussi un autre exutoire sur la rue de Toit-Buisson en revoyant le sens de circulation pour ne plus avoir tous les flux qui transitent de la même manière devant les écoles. Vous savez qu'on a aujourd'hui plus de 530 élèves qui fréquentent l'école élémentaire du Petit-Nice, c'est l'équivalent d'un petit collège, c'est le plus grand groupe de la circonscription, c'est l'unique groupe où il y a autant d'enfants concentrés au même endroit. Donc c'est autant de va-et-vient, on passe à 100 voitures, mais en tout cas beaucoup de familles, de parents. Donc pour un complexe qui a été conçu à cet emplacement même et selon cette configuration qui a peu changé depuis les années 70, en revanche, en Gerville, le nombre d'élèves qui fréquentent les lieux ont considérablement changé. Donc ce sera l'un des gros enjeux pour l'investissement. Et puis, le quai de bus, je dois vous avouer que, vous l'avez certainement vu, lui, il est déjà fait, il a déjà été réalisé. Ça fait partie du coup des ouvertures budgétaires qui avaient été consenties lors du dernier mandat, où on permet justement d'ouvrir certains investissements rendus possibles. Et puis lors des ordonnances aussi qui ont été prises dans le cadre du confinement, permettaient de pouvoir continuer à avancer. C'était une nécessité absolue, indépendamment de projets que nous allons avoir à discuter pour la rénovation de certaines voiries, notamment Beaujolais. Voilà, cet équipement a lui-même été réalisé. À côté des dépenses, les recettes d'investissement, donc un autofinancement qui est évalué à environ 1 million d'euros. Le FCTVA, donc c'est l'État qui nous rembourse une partie de notre TVA sur l'investissement de l'année précédente pour environ 130 000 euros. Et les subventions pour un montant total prévisionnel d'environ 182 000 euros. Alors maintenant, on va parler de capacité ou de besoin de financement. Quand on prend l'épargne brute plus les recettes réelles d'investissement hors emprunt, moins les dépenses d'investissement hors remboursement de la dette, si le résultat est positif, on parle de capacité de financement. S'il est négatif, on parle de besoin de financement. Donc pour 2020, vous voyez que notre commune dégage une capacité de financement de 374 107 euros. Donc c'est tout à fait très bien. Alors avant qu'on passe du coup au budget artisanal qui sera donc pour partie consacré, si je ne m'abuse, à la maison de santé, est-ce qu'il y a de votre part, alors ici en salle et en espérant ne pas avoir perdu de public, je vois qu'on a quand même un petit peu de monde qui nous suit sur Facebook, donc il faut croire que les chiffres n'effraient pas tout le monde. J'espère qu'on aura été le plus précis possible. Bon, c'est un gros travail que d'essayer de synthétiser à la fois bien le contexte dans lequel nous évoluons, ce contexte national, le contexte de la commune, à proprement parler, de ses dépenses, de ses recettes, de ses capacités et autres, et puis ensuite bien les projets que l'on souhaite développer. Mais vous avez là voilà, ce qui constitue notre feuille de route pour les quelques mois qui nous séparent de l'année 2021, déjà, ça va arriver vite. Et donc à cet égard, s'il y a la moindre question, la moindre interrogation, peut-être pouvons-nous remettre la mire avec l'ensemble des élus, qu'on puisse tous se voir. Non, c'est pas voilà. Donc bon, je vois que tout le monde est encore là, c'est bien. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations? Peut-être fermer la fenêtre des participants. Non.
Ça vous a semblé suffisamment clair? On continue? Bien. Eh bien, je vous propose de poursuivre avec la présentation du budget artisanal qui comprend donc, entre autres, la maison de santé. Madame Rosotati, je vous cède la parole. Voilà. Je vous rappelle que dans ce budget artisanal, on va retrouver la maison de santé, mais aussi les locations d'antennes téléphoniques et un loyer artisanal qui nous reste dans la pépinière d'entreprise. Oui, alors les antennes téléphoniques, c'est vrai que je n'avais pas fait la précision quand on a fait une réunion préparatoire. Vous savez que notre commune, comme toutes les communes en France, pour que vous puissiez, nous puissions tous utiliser nos portables, donc dotés d'antennes relais GSM. Et donc ces antennes sont toutes situées aujourd'hui sur des terrains qui sont communaux. Voilà. Donc c'est pour ça que nous percevons un loyer à l'année pour la mise à disposition de ce terrain pour permettre aux antennes d'y être implantées. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a deux sites. Il y a un site qui se situe dans la zone industrielle du Bois-Fontaine qui est juste à côté de la déchetterie. Où là, vous avez les antennes qui correspondent à Bouygues et SFR. Et vous avez ensuite, juste à côté de Leclerc, près de l'entrepôt, là où il y a les palettes, là vous avez un deuxième terrain, où là vous avez une deuxième antenne relais, sur lequel vous avez Orange, et donc par itinérance, Free, même si Free, je crois, va bientôt implanter les siennes, entre autres sur ce mât également. Donc ce budget annexe artisanal intègre les travaux de la maison de santé, son fonctionnement, donc depuis le 1er janvier 2020. Donc, afin de bénéficier du remboursement de la TVA sur tous les travaux et sur les conseils du trésorier, cette opération avait été transférée sur ce budget qui est traité hors taxe, la TVA étant, elle, liquidée hors budget. Donc, les dépenses réelles de fonctionnement. Donc, vous voyez, pour ce BP, les dépenses réelles, elles augmentent, puisque les dépenses concernent les frais de fonctionnement de la maison de santé pour une année complète, celle-ci ayant officiellement ouvert le 1er janvier 2020. Et pour les recettes, ce sont les revenus des immeubles. Donc, vous voyez également cette montée en 2020. Donc, les recettes tiennent compte des loyers des antennes téléphoniques, dont on vient de vous parler, des loyers du dernier locataire de la pépinière d'entreprise et des loyers des professionnels de santé pour l'année complète, pour une partie des professionnels seulement, et puis 6 mois pour une autre partie de professionnels de santé qui ont prévu de rentrer d'ici mi-juin ou mi-juillet. Elles tiennent compte également d'une subvention du budget principal d'un montant de 70 000 €, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, en participation aux frais de fonctionnement. Alors, petite précision pour la pépinière d'entreprise qui ne va peut-être pas parler à tout le monde. Alors, la pépinière d'entreprise correspond aux bâtiments qui ont été acquis par la commune sous la mandature 2008-2014, donc par mon prédécesseur, c'était l'ancienne usine Télécom qui a servi donc, pour un bâtiment donc, à accueillir nos services techniques actuellement. Et pour un autre bâtiment, des cellules commerciales avaient donc été créées où on a retrouvé des artisans et autres. Alors aujourd'hui, compte tenu de l'état de vétusté de l'ensemble et des travaux faramineux qu'il faudrait mettre en œuvre, notamment pour la partie de nos ateliers de services techniques, le choix a plutôt été fait, et notamment lors de la révision du PLU, justement, de revoir la constructibilité du site, et qu'il l'était, donc on a maintenu la constructibilité de ce site, pardon, et surtout de revoir un autre projet d'implantation. Et c'est entre autres sur ce site que l'on imaginerait très bien la création d'une résidence intergénérationnelle, puisqu'on permettrait d'avoir une résidence aux portes du centre-ville. Le but aussi, si vous créez une résidence, entre autres pour personnes âgées, il ne faut pas aller la planter à l'autre bout de la ville, il faut la maintenir en proximité directe avec nos services de centre-ville. Donc c'est sur cette parcelle-là que l'on vise le projet qui vous a été évoqué, qui va être lancé en réflexion et sur lequel nous aurons l'occasion de revenir durant les prochains mois, ce qui va donc devoir nous conduire à reconstruire des locaux pour nos services techniques, locaux qui soient dès l'origine pensés et conçus pour un usage d'ateliers de services techniques, ce qui n'était pas le cas des locaux que nous utilisons actuellement et dont il est grand temps aujourd'hui de solder le passé et de se tourner vers autre chose. Donc il ne reste aujourd'hui, puisqu'on a donc anticipé durant la fin de la dernière mandature l'affectation future de ce site, on a au fur et à mesure rompu les baux commerciaux où on n'a pas renouvelé quand certains professionnels ont souhaité partir. Il n'en reste plus qu'un pour lequel il a été notifié qu'on souhaitait à terme récupérer l'ensemble de la parcelle pour mettre en œuvre le projet d'aménagement. Voilà la pépinière d'entreprise en quelques mots ce que c'est. Donc c'est l'avenue de Paris et donc c'est le bâtiment sur la droite, le bâtiment de gauche c'est la technique et de droite c'est la pépinière. Devant duquel vous avez aujourd'hui dans un local, le temps qu'elle rejoigne là, dès le mois de juillet, la maison de santé, le docteur de la Touche, entre autres. Donc, comme vient de vous le dire Monsieur le maire, il est envisagé donc, de céder la pépinière d'entreprise et les services techniques.
Donc, puisque ce site a été identifié pour recevoir un projet intergénérationnel et les démarches seront à poursuivre donc cette année. La section d'investissement sera donc établie en prenant compte des éventuels travaux de la maison de santé pour 50 000 € au cas où, on prévoit toujours un petit plus, et une subvention du budget communal de l'ordre de 196 800 € sera versée en section d'investissement en participation aux travaux. Tout à l'heure, je vous ai parlé de 70 000 € en fonctionnement, et là, c'est en investissement 196 800 € de l'investissement de la commune vers l'investissement de la maison de santé. Donc, toujours pour savoir si on a capacité ou en besoin de financement, eh bien, vous voyez que pour 2020, ce budget annexe a une capacité de financement de 53 020 €, ce qui est tout à fait positif. Donc, il n'y a pas de souci. Budget qu'on va essayer de renommer, hein, parce que c'est vrai que ZEDIA, ça parle à personne. Donc, sachant qu'après, on n'aura plus le dernier exploitant pour la pépinière, il va nous rester que les antennes de la maison de santé. On va lui trouver un nom qui correspond davantage à ce qui va représenter 90% de son budget. Est-ce qu'il y a donc sur ce budget ZEDIA des questions, des interventions, peut-être se remettre sur. Voilà, on voit tout le monde. Non, pas de questions. Déjà, c'est bien, je vois encore tous les visages. Bien, bon, écoutez, on poursuit avec, je vois que tout le monde a été sage, avec le dernier. Le budget de la caisse des écoles. L'avant-dernier, pardon. La caisse des écoles, avant d'enchaîner avec le CCS, qui sont des budgets annexes, et donc par conséquent, ça va beaucoup plus vite que le budget principal. Maintenant, Rose Tati, je vous cède la parole. Donc, le budget de la caisse des écoles, il est financé par une subvention communale qui permet donc d'accorder des dotations à chaque établissement scolaire pour l'achat de fournitures scolaires, mais aussi pour leur permettre de financer des sorties qui sont organisées au sein de chaque école, d'acheter des jeux, d'organiser des manifestations, par exemple pour les fêtes de Noël. Le RASED, c'est le réseau d'aide spécialisée aux élèves en difficulté. Il bénéficie également d'une dotation annuelle par enfant. Pour la deuxième année consécutive, une subvention qui était fixée à 2 € par enfant scolarisé sera versée au profit du réseau. L'élaboration du budget 2020 tient compte des effectifs au 1er janvier 2020. Ils pourront donc être réajustés à la rentrée de septembre 2020 en fonction des effectifs comptabilisés. Et face aux restrictions budgétaires, mais aucune réindexation ne sera appliquée sur la dotation annuelle allouée par enfant. Et cette année, elle s'élève à 35 100 €. Aucun investissement n'est réalisé sur ce budget, de même qu'il ne supporte aucun emprunt. La dotation communale fluctue donc chaque année au vu du nombre d'enfants qui est comptabilisé au 1er janvier. Les effectifs au 1er janvier 2020 sont les suivants, donc 370 enfants en élémentaire et 195 en maternelle. La dotation communale baisse de 1 160 € cette année car elle tient compte d'un excédent plus important que celui de 2019. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit peu moins. Et le budget prévisionnel, le nombre d'enfants étant plus important en 2020 qu'en 2019, le budget prévisionnel de l'année 2020 enregistre une hausse de 9,19%, soit 3 340 €, puisqu'on tient compte de l'excédent de 2019. Donc leur budget sera plus conséquent. Voici donc pour le budget prévisionnel de la Caisse des écoles, qui sera ensuite donc discuté lors de la première séance d'installation de la Caisse des écoles. C'est ce qui vient nourrir du coup le budget de la Caisse des écoles via le budget principal de la commune. Est-ce qu'il y a des questions ou des interventions de la part de l'un ou de plusieurs d'entre vous? Non. Bon, écoutez, nous allons passer à la présentation donc, du dernier budget annexe, celui du Centre communal d'action sociale. Alors, en matière de dépenses, vous voyez qu'en 2020, les dépenses qui sont prévues sont en hausse de 11,17%, plus 3 040 € de BP à BP, donc ce que vous voyez en bleu. Ce budget il est consacré aux aides qui sont formulées par les travailleurs sociaux ou qui sont sollicitées par les familles qui se présentent au CCAS de la commune. Ils sont prévus pour les aides alimentaires accordées en cas d'urgence pour certains foyers en réelle difficulté. Mais c'est également un budget qui sert à l'organisation des fêtes de fin d'année des aînés pour le repas et les chocolats, mais également au projet coup de pouce pour la somme de 3 000 €.
La hausse de ces dépenses est due à la prise en charge des courses liées également aux personnes fragiles pendant la période de confinement et qui se poursuit en cette période de déconfinement progressif. Cette même hausse est inscrite en recette pour intégrer le remboursement des bénéficiaires. La seule chose que je voulais vous dire, vous devez vous demander pourquoi en 2014 et 2015 il y avait autant de dépenses et même autant de recettes, mais c'est parce qu'à ce moment-là, on gérait la maison de retraite. Elle était sur le budget du CCAS, mais depuis, elle est gérée par le SEGAV du département. En matière de recettes, cette année, le budget communal participe au CCAS pour environ 16 440 €. Les recettes sont en légère hausse. Elles sont dues au remboursement donc, des personnes fragiles qui ont bénéficié du service du portage des courses durant cette période de confinement et du déconfinement progressif. À ce jour, 17 personnes ont bénéficié de ce service pour un total de 48 livraisons et des dépenses et des recettes pour 1 752,92 €. Aucun investissement n'est prévu sur ce budget, de même qu'il ne comprend aucun emprunt. Et voilà, on a terminé. Et voilà qui clôt la présentation de ce débat sur les orientations budgétaires. Est-ce que donc sur le budget du CCAS, il y a des questions? Je crois qu'on va pouvoir arrêter du coup le partage d'écran. Vous coupez le partage d'écran. Voilà, est-ce qu'il y a des questions, des observations de la part de l'un ou de l'une d'entre vous donc, sur ce budget annexe du CCAS? Je n'en vois pas. Écoutez, je vais remercier en votre nom à tous, à la fois donc, Mme Chayan, notre secrétaire générale, en lien avec les services, ainsi que Mme Rosotadi pour ce beau travail d'équipe, parce que, encore une fois, alors, certains se souviendront peut-être d'exercices passés ou de mandats passés. Nos discussions budgétaires étaient peut-être parfois un peu plus douloureuses. Et donc, je les remercie pour l'effort qu'elles ont déployé pour rendre perceptible, compréhensible la stratégie que la commune souhaite mettre en œuvre pour le budget, enfin l'exercice budgétaire 2020. Voilà, merci à toutes les deux. Bien maintenant, pardon? Je disais juste merci, mesdames. Merci Aurèle. Bien, je vous propose maintenant donc de prendre acte de la présentation de ce rapport. Alors, il n'y a pas spécialement enfin voilà, c'est un donner acte, moi qui m'a toujours surpris, parce que vous allez devoir donner acte, mais en votant. Bref. Donc, je vais vous demander si vous êtes pour, contre ou si vous abstenez sur la présentation de ce rapport des orientations budgétaires. Donc, à vos micros, si vous souhaitez vous exprimer. Est-ce qu'il y a des votes contre? Non. Des abstentions? Non. Eh bien, unanimité. Je vous remercie. Le débat sur l'orientation budgétaire est donc approuvé. Nous poursuivons l'ordre du jour avec le droit à la formation des élus. Alors, il vous était indiqué que conformément à l'article L 2123-12 du Code général des collectivités territoriales, lui-même modifié par la loi numéro 2002-276 du 27 février 2002, dans son article 13, il a été reconnu comme droit pour chaque conseiller municipal le droit à une formation adaptée à ses fonctions et permettant de faire face à la complexité de la gestion locale et à la nécessaire compétence qu'appelle la responsabilité élective. D'autre part, une formation est obligatoirement organisée dorénavant au cours de la première année du mandat des élus pour celles et ceux ayant reçu une délégation. Une délibération doit donc être prise dans les 3 mois suivant le renouvellement intégral du conseil municipal pour mettre en œuvre l'exercice du droit à la formation des membres. Cette délibération détermine les orientations de la formation et les crédits ouverts à ce titre. Par ailleurs, un tableau des actions suivies et financées par la collectivité devra être annexé au compte administratif et donnera lieu à un débat annuel. Le montant prévisionnel de ces dépenses de formation ne peut être inférieur à 2% du montant total des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux élus de la commune. Le montant réel des dépenses de formation ne peut par ailleurs pas augmenter 20% de ce même montant. Concernant les formations, elles sont prises en charge à la condition que l'organisme qui les dispense soit agréé par le ministère de l'Intérieur. Les frais d'enseignement, les frais de déplacement ainsi que la compensation de la perte éventuelle de salaire, le trait de traitement ou de revenus dans la limite de 18 jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie, la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure sera donc garantie en contrepartie. Il vous est proposé donc de valider les orientations suivantes en matière de formation, à savoir
Les fondamentaux de l'action publique locale, et s'il faut commencer par une formation, c'est bien de commencer par celle-ci, et les formations en lien avec les délégations, notamment les questions des pouvoirs de police du maire, dont une partie parfois des élus, notamment des adjoints, sont également dépositaires au titre notamment de leur fonction d'officier d'État de police judiciaire. Pour l'exercice 2020, il sera donc proposé de fixer les dépenses de formation à 7,88% des indemnités allouées aux élus, soit 8 500 €. Pour la première année, on a une formation obligatoire, et après, à part s'il y a des demandes particulières d'élus, eh bien, on reviendra plutôt à un rythme de prévision tel qu'on l'avait mis en œuvre durant la fin du mandat précédent, à savoir 2%, hein, c'est-à-dire le minimum qu'on est obligé d'inscrire. Et d'ailleurs, on réalise la plupart du temps, jamais, mais le droit à la formation, par essence, comme son terme l'indique, est un droit, donc chaque élu peut naturellement y prétendre et formuler des demandes. Cela va sans dire. Donc, je vous propose, si vous y réservez une suite favorable, d'approuver ces orientations et de dire que la dépense correspondante, à savoir donc les 8 500 €, sera inscrite au chapitre 65 du budget principal. Ceci étant dit, je le soumets donc à vos observations ou à vos remarques s'il y en a, et c'est l'occasion de les faire entendre. Pas d'observation? Non. Marion, est-ce que vous pouvez juste rapidement ouvrir la liste des présents? Vous bougez votre souris, vous cliquez sur les petits personnages, sur le bandeau. Enfin, par vérifier, on a toujours 18 comme tout à l'heure. C'est bon, vous pouvez fermer. Et donc, je vous invite donc à voter. Est-ce qu'il y a des votes contre? Pas de vote contre. Des abstentions? Pas d'abstention. Unanimité, je vous remercie. Le point numéro 4 est par conséquent adopté. Nous en arrivons maintenant à l'instauration de commissions communales permanentes. Alors, l'article 2122-22 du Code général des collectivités territoriales permet au conseil municipal de constituer des commissions d'instruction qui sont composées exclusivement de conseillers municipaux. Ce sont en quelque sorte des groupes de travail qui permettent d'approfondir les sujets qui sont ensuite soumis à délibération lors des conseils municipaux. Ces commissions communales peuvent être formées au cours de chaque séance du conseil municipal ou avoir un caractère permanent, et elles sont dans ce cas constituées dès le début du mandat du conseil. Alors, au regard du précédent mandat, et notamment de l'expérience que nous avons tirée de l'instauration de commissions, dont on a constaté que certaines se réunissaient souvent et que d'autres ne se réunissaient pas spécialement, on a considéré qu'il valait mieux instituer 2 commissions permanentes qui correspondent aux commissions qui se sont régulièrement réunies, enfin surtout une, à savoir la commission des finances, de l'optimisation financière et de la prospective. On sait que chaque année, l'exercice de la construction du budget nécessite que cette commission se réunisse et que les élus aient le temps. Vous avez vu, notre précédente réunion a duré 4 heures, le samedi, quand on s'est réunis. Donc vous voyez que ça nécessite quand même du travail. Et vous n'avez pas connu le séminaire budgétaire, qui lui aussi, en général, a lieu au mois de novembre et permet de donner un petit peu une photographie de la commune et de ses capacités pour aborder sereinement, en ayant tous les éléments en tête, la déclinaison budgétaire. Donc on a considéré que cette commission, elle faisait sens, et que par conséquent, il fallait la maintenir. Et puis, on a considéré qu'il valait mieux avoir une deuxième commission permanente, qui s'appellerait la commission des affaires générales. Alors, ce n'est pas une commission fourre-tout, rassurez-vous, mais on a constaté aussi à l'exercice du mandat précédent qu'avoir régulièrement réunir le conseil municipal, non pas en séance plénière comme ce soir avec un ordre du jour, mais plutôt pour faire un point sur l'ensemble des sujets, l'ensemble des dossiers que la commune a à présenter, faire un bilan, un point d'étape, notamment par chaque adjoint dans ses domaines respectifs. Alors, en fonction justement des actualités, un ou plusieurs adjoints pourraient faire un point à date sur les grands enjeux, les grands dossiers, les grands sujets. Ça peut aller de la programmation jusqu'à la création, à l'investissement. Et donc, c'est cette commission générale. Voici pour les 2 commissions permanentes que nous vous proposons de créer. Ça n'empêche pas, bien au contraire, au cours du mandat et en fonction des sujets que nous porterons, de créer des groupes de travail qui là seront plus spécifiquement réunis et surtout nommés pour traiter d'un sujet en particulier. À titre d'exemple, la réflexion sur la mise en œuvre de liaisons douces, le fait de retravailler aussi notre tissu urbain de circulation, de végétalisation et autres, peut donner lieu justement à un groupe de travail où l'ensemble des élus, parce que je le dis aussi, à la fois pour les commissions permanentes tout comme pour les groupes de travail, moi je proposerais que nous ayons le même fonctionnement que celui que nous avions observé durant le mandat précédent, que l'on soit de l'opposition ou de la majorité, toutes celles et tous ceux qui veulent participer à ces groupes sont les bienvenus. Ça permet au contraire parfois justement de mieux s'informer
Et lorsque le sujet est débattu en conseil municipal, eh bien, il a été soumis à l'épreuve de vos remarques, de vos réflexions, de vos questionnements. C'est ce qui permet de mieux nourrir, de mieux préparer nos sujets. Donc, je pense qu'au cours du mandat, et lorsque nous amènerons à maturation un certain nombre de sujets qui font partie de nos enjeux électifs, eh bien, nous constituerons ces groupes de travail. Mais ce soir, donc, commission permanente, elle doit être créée en début du mandat. Je vous en propose deux, la commission des finances et la commission des affaires générales. Donc, comme son nom l'indique, pour faire un point régulier avec vous tous sur le fonctionnement de notre commune et que vous puissiez aussi questionner, c'est, je dirais, un peu la minute de débat, de parole entre nous et ordre de l'état du jour tel qu'un conseil municipal nous l'impose. Est-ce qu'il y a sur ces deux commissions permanentes que je vous propose donc d'instituer, dans lesquelles je vous propose de dire que d'emblée, tous les élus municipaux sont membres? Est-ce qu'il y a des observations ou des remarques? Non? Eh bien, écoutez, je vous propose donc de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contraires à la mise en œuvre de ces deux commissions permanentes? Non. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non. Est-ce qu'on peut vérifier combien nous sommes connectés? Toujours 18. Parfait. Eh bien, donc, unanimité. Les deux commissions sont instaurées. Et le point 5 approuvé. Nous en arrivons maintenant au point numéro 6, qui, si je ne m'abuse, constitue donc l'avant-dernier point, à savoir l'approbation du règlement intérieur du conseil municipal. Là aussi, tout comme les commissions permanentes, nous devons au début de chaque mandat voter pour un règlement intérieur. Il vous a été communiqué avec la note de synthèse. Celui-ci régit le fonctionnement de notre instance, de cette instance délibérative que constitue le conseil municipal, à savoir les prises de parole, qui, quoi, quand, comment se passe une séance, le pouvoir politique de l'Assemblée, etc. Enfin, vous aviez tous les éléments qui y figuraient. Bon, je vous rappelle qu'en vertu de l'article 2121-8 du Code général des collectivités territoriales, dans les communes de plus de 3500 habitants, le conseil municipal a l'obligation de se doter d'un règlement intérieur dans les 6 mois qui suivent son installation. Celui-ci va compléter les dispositifs d'ordre législatif et réglementaire qui régissent de base le fonctionnement interne des assemblées, en venant donc préciser ce que chaque conseil municipal souhaite mettre en œuvre pour son propre fonctionnement. Ce projet de règlement doit être soumis à votre approbation et détermine les règles de fonctionnement de nos différentes instances créées au sein de la ville, puisqu'il est également fait mention des commissions, donc en l'occurrence des deux commissions dont vous venez d'approuver la création. Ce règlement intérieur reprend pour l'essentiel les dispositions qui avaient été approuvées lors de la précédente mandature, puisque le 3 juin 2014, notre conseil municipal s'était doté de son premier règlement intérieur, qui avait ensuite été amendé à plusieurs reprises en fonction de l'évolution de notre fonctionnement et des besoins d'ajustement. Donc ce soir, la version qui vous est soumise à approbation tient compte aussi de l'évolution de la dernière mandature sur le fonctionnement de notre instance et du règlement intérieur idoine. Voilà, est-ce qu'il y a des observations, des questions sur ce règlement assez fourni, vous voyez qu'il fait 17 pages, mais néanmoins, il permet aussi à chaque élu qui peut avoir des questionnements sur comment fonctionne un conseil municipal de trouver réponse sur la manière dont sont organisées les différentes questions, les débats, les comptes rendus, et j'en passe, les votes, les modalités de vote également. Ainsi que le mode de fonctionnement et de réunion du conseil municipal et des instances périphériques. Donc j'ouvre au débat et aux questions s'il y en a. Non? Quelqu'un peut juste me dire oui, on est encore là ou pas, juste pour s'assurer que les micros fonctionnent. On est encore là. Merci. Merci. On est encore là. Ça permet de démontrer qu'on n'a pas simplement mis une photographie, que vous êtes bien là. Est-ce qu'on peut vérifier combien de votants donc, sont présents? Donc voilà, donc 18 toujours en ligne, plus les 6 que constituent les membres présents dans la salle. Donc je soumets à vos voix. Y a-t-il des votes contre l'approbation de ce règlement intérieur? Non. Des abstentions? Je n'en entends pas également. Eh bien, écoutez, unanimité, je vous remercie. Le règlement intérieur est donc instauré. Alors, nous en arrivons maintenant aussi à un exercice que, les nouveaux, vous allez le découvrir, vous allez voir qu'on le fait chaque année. Alors, ce n'est pas le tirage du loto, ça peut y ressembler, mais néanmoins, là, c'est plutôt pour une fonction judiciaire.
c'est la désignation des jurys d'assises. En effet, sachez qu'en application du Code de procédure pénale, et notamment de son article 261, chaque année, en Gerville, il est procédé au tirage au sort à partir de la liste électorale. Alors, c'est constitué par rapport à la taille de la commune. Donc, chez nous, il faut que nous tirions au sort chaque année 9 électeurs qui vont former la liste préparatoire à la liste annuelle des jurés d'assises. Vous voyez que ça se fait en plusieurs couches. Hein. Chaque commune, en fonction de sa population, désigne un nombre de jurés potentiels d'assises, 9 chez nous. Ils vont ensuite intégrer la liste préparatoire dans laquelle, en fonction des dossiers qui amèneront la cour d'assises à siéger, à chaque fois est tiré au sort, sont tirés au sort dans cette liste qui cumule les listes de toutes les communes, des jurés d'assises. Donc, ne peuvent être retenus pour être désignés en qualité de jury d'assises que les personnes qui ont 23 ans au cours de l'année civile. Donc, nous n'allons pas pouvoir désigner ce soir les personnes qui sont nées avant 1998. Pour les désigner, alors, je suis désolé à vous qui êtes à distance, vous allez plutôt suivre le tirage de loto en direct. C'est plus simple de le faire ici dans cette salle. Je vais demander donc à 2 mains innocentes de bien vouloir se porter volontaire. Vous verrez, ça fait pas mal. Il y en a une qui va tirer un numéro qui va de 1 à 10 et qui correspond donc aux lignes sur une page, parce que vous savez que chaque page de la liste électorale comporte 10 noms, et une autre main qui va tirer la page. Hein. Donc on a l'ensemble de la liste électorale. Donc on va d'abord tirer la page et ensuite la ligne. Et ça me permettra de choisir, enfin de désigner plutôt la personne que ces 2 mains simultanément ont désignée. Est-ce que j'ai candidat pour... parfait. Donc Madame Petit, Madame Ambrose Tati, donc bon, je ne sais pas qui veut le livre ou les pages, hein, c'est pareil, comme ça vient. Et puis moi je prendrai... Question avant. Allô, allô. Pardon. Pierre. Oui, Monsieur Bonneau, on vous écoute. Alors on vous entend plus là. Pierre, j'ai une question. Oui. Ok. Savoir si un électeur européen qui a participé, mais donc non français, qui a participé à l'élection communale, peut faire partie de ce jury d'assises. Non, il faut avoir la qualité, enfin la nationalité française, pardon, pour être désigné juré d'assises. Puisque je vous rappelle que la loi en France est rendue au nom du peuple français. Et que par conséquent, il faut avoir la qualité de citoyen français. Merci pour cette réponse. Alors, s'il y a un âge, à partir duquel, alors je crois que c'est 70 ans, voilà, j'allais dire 75, à partir de 70 ans, mais là, c'est sur la base du volontariat, c'est-à-dire si une personne a été désignée, elle peut demander à être exemptée, mais bon, voilà, il faut motiver la demande. Hein. Alors, donc, Madame Petit, vous avez les pages, et puis Madame Rosette a dit les lignes. Eh bien, alors, allez-y, hein, vous tirez chacun un numéro. Alors, on va commencer par la page. Alors, est-ce que vous pouvez allumer votre micro, je vous prie? Merci. 50. Alors, la page 50. Et la ligne, Madame Rosette a dit. La ligne 9. Alors, page 50, ligne 9, ça nous donne. Madame Capette-Laplaine Nathalie Christine, qui est née le 25 avril 1974 dans le 14e arrondissement à Paris et qui réside au 7 allée des Sapins. Donc, page 50, ligne 9, c'est plus simple. Donc, Madame Capette-Laplaine Nathalie. Je vous en fais un. Alors, Madame Petit, je vous en prie, pour une autre page. Alors, je vous laisse allumer votre micro, merci. 170. Alors, le 170. Ligne 5. 170, ligne 5. « 170, ligne 5. Donc, Madame Lidwine Maryse Madeleine, épouse Lefebvre, née le 18 septembre 1943 à Allainville-en-Beauce et résidant aux 2 rues de Pithiviers. Page 170, ligne 5, Madame Lidwine Maryse. On poursuit. Pardon, excusez-moi, je n'ai pas été assez vite. Merci. 97. 97, et donc pour la ligne
Ligne 10. Ligne 10, 97, ligne 10. Monsieur Elambert Renaud Antoine Pierre, né le 17 août 1978 à Chartres et résident au 59 avenue des Pensées. Donc, page 97, ligne 10, Monsieur Renaud Elambert. Madame Petit, je vous en prie. 160. Ligne 1. 160, ligne 1. Ah, je rappelle qu'un élu peut être désigné aussi, hein, si jamais vous vous posiez la question. Et gagner, ça va arriver à 1 près. 160, ligne 1, c'est bien ça, hein? Oui. Alors, Madame Lebeau Emmanuel Muriel, née le 9 février 1961 à Méréville, épouse Guillotot et résident aux 2 rue du Moulin. Donc, page 160, ligne 1, Madame Emmanuelle Lebeau, épouse Guillotot. On poursuit. « 86. Ligne 6. 86, ligne 6. Donc, Monsieur Georges Deseille. Monsieur Deseille Georges Maurice, né le 15 octobre 1928 à Aulnoy et qui réside au 13 avenue Fernand Bréger. Donc, page 86, ligne 6, si je ne dis pas de bêtises. Donc, Monsieur Georges Deseille, excusez-moi, 13 avenue Fernand Bréger. On y va pour le 6e. 97. Ligne 10. 97, ligne 10. Écoutez, je crois qu'on est retombé sur le même. Parce que 97, ligne 10, je retombe sur monsieur. On l'a déjà eu, 97, ligne 10. Non, pour commencer. C'est la première fois que ça nous arrive en 6 ans. Vous m'avez redésigné 2 fois la même personne. Non, mais monsieur Renaud Lambert, je crois que là, vous voulez vraiment qu'il soit juré d'assises. 153. Ligne 3. Alors, 153, ligne 3. Donc, Monsieur Largange Daniel Damien, né le 21 février 1974 à Fort-de-France et qui réside aux 6 rue de Bruxelles. Donc, page 153, ligne 3, Monsieur Daniel Largange, qui réside aux 6 rue de Bruxelles. Donc, en avant pour le 7e. « 84. Ligne 4. Donc, page 84, ligne 4, ça nous donne Madame Demba Dicot, née le 16 septembre 1976 à Orsay et qui réside aux 14 rue de Vienne. Page 84, ligne 4, Madame Demba Dicot, résident aux 14 rue de Vienne. En avant pour le 8e. 51. Page 51. Ligne 10. 51, ligne 10. Donc, Monsieur Carien Wilfried Jean-Paul Émile, né le 2 juin 1995 à Fondé-aux-Roses et qui réside au 5 bis avenue du Général de Gaulle. Page 51, ligne 10, Monsieur Wilfried Carien. Le dernier, si je ne m'abuse. 133. Ligne 7. 133, page 133, ligne 7. Sinon, vous allez dire que des femmes ce soir. Madame Aris Isabelle Colette, épouse Élion
né le 20 avril 1971 à Châtenay-Malabry et résident au 27 rue de Madrid. Page 133, ligne 7, Madame Isabelle Harris, 27 rue de Madrid. Bien. Voici donc nos 9 jurés d'assises constituant la liste préparatoire pour l'année 2020. Le point numéro 7 est donc, on va dire adopté, mais passé. Donc j'en arrive à la lecture dans le cadre des décisions. Alors les décisions, donc c'est le rendu compte que je fais à chaque séance auprès des élus suite aux décisions que j'ai prises dans le cadre des délégations de pouvoir que vous m'avez accordées. Donc vous avez annoncé lors du conseil municipal d'installation que certes vous m'accordez des délégations de pouvoir, mais que je dois donc systématiquement, dès que j'en fais usage, vous en rendre compte à chaque séance du conseil municipal pour que vous puissiez exercer votre droit de contrôle et votre regard. Alors, je vous dis que donc par la décision numéro 1 de cette année, donc j'ai signé une convention de formation professionnelle PSC1 pour un candidat, un candidat dans le cadre du personnel communal, pas un candidat aux élections, donc coût 45 € hors taxe. Par décision numéro 2 de la même année, j'ai signé un contrat d'adhésion pour une carte de carburant professionnel pour nos véhicules de service avec les établissements Leclerc. Abonnement mensuel, 22,50 € hors taxe. Par décision numéro 3, j'ai signé un contrat. Alors, je suis désolé, il y en a beaucoup parce qu'il y a un moment que je n'ai pas eu l'occasion de me rendre compte. Par décision numéro 3, j'ai signé un contrat de maîtrise d'œuvre avec le cabinet L'Intense pour la démolition d'un bâtiment communal rue du Jeu de Paume. C'est l'avenant numéro 2. Et donc, ça concerne les travaux du parking que je vous évoquais tout à l'heure. Plus-value, donc 750 € hors taxe pour le dépôt du permis. Par décision numéro 4, j'ai signé une demande de subvention au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux pour l'exercice 2020 pour les travaux de rénovation d'écoles maternelles qui sont actuellement en cours. J'ai sollicité 54 807,50 €. Par décision numéro 5, j'ai signé une demande de subvention au titre de l'aide communautaire pour l'exercice 2019 pour la rénovation du monument aux gendarmes. Donc j'ai sollicité j'ai affecté 1044 € d'aide communautaire sur ce projet. Par décision numéro 6, j'ai signé une convention d'occupation du domaine public pour l'installation d'un photomaton avec la société SA Photomaton. Donc cette machine serait installée donc, dans le hall d'accueil de la mairie. Je précise que cette machine est une machine qui sera aux dimensions donc, pour les personnes à mobilité réduite, donc c'est le plus gros modèle qui existe. On a beaucoup de demandes qui sont souvent formulées, notamment pour les personnes qui viennent refaire leurs documents d'identité. Donc voilà, on a été démarché par la société et je me dis que c'est bien l'endroit où on doit en avoir une cabine, ben c'est celui-ci. Donc la société qui nous a fait la proposition est d'accord. On a dû batailler un petit peu pour avoir la grosse machine, parce que moi je voulais avoir une machine accessible. On ne peut pas avoir fait les travaux d'accessibilité de la mairie et puis avoir un outil qui soit pour tout le monde. Donc il y a une redevance, vous voyez, qui a été définie, c'est 15% du chiffre annuel généré par la cabine, qui est reversé à la commune. Alors, ce qui compte avant tout, c'est surtout qu'il y a un service supplémentaire. J'ai signé par décision numéro 7 un contrat de gaz pour l'église d'Angerville avec la société Engie, à hauteur de 4 295,35 € hors taxe. Par décision numéro 8, j'ai signé une convention de formation professionnelle pour le BPGEPS, pour notre médiateur actuel, donc pour qu'il puisse préparer ce concours. Le coût est de 5 996 €. Par décision numéro 9, j'ai signé une convention d'installation, de gestion, d'entretien et de remplacement de lignes de communication électronique à très haut débit en fibre optique avec le SMO Essonne numérique. En gros, j'ai permis que le SMO déploie la fibre sur Angerville, donc il fallait signer une convention. Vous voyez qu'il n'y a pas de contrepartie financière. Par décision numéro 10, j'ai signé une convention d'adhésion au service de paiement en ligne des recettes publiques locales. Donc c'est ce qui nous permet justement de faire fonctionner notamment le portail famille pour les paiements à la cantine. Donc, il y a un coût du commissionnement des cartes bancaires qui est instauré à hauteur de 25% du montant de la transaction, à 0,25%, merci, à 0,25% du montant de la transaction, excusez-moi, et à 5 centimes par opération supérieure à 20 €. Et il y a 0,20% du montant de la transaction lorsque celle-ci est inférieure ou égale à 20 €. Et là, s'ajoute donc 3 centimes par opération. J'ai également signé une décision pour un contrat de maintenance pour l'ascenseur de la maison de santé avec la société L2V. Le coût du montant annuel est de 1 300 € hors taxe. J'ai également souscrit un contrat de maintenance corrective et préventive du matériel de lutte contre l'incendie. Alors, on a 616 € hors taxe pour l'entretien des extincteurs, 640 € hors taxe pour l'entretien du désenfumage, 52 € hors taxe pour l'entretien du RIA. RIA, c'est des gros rouleaux, enfin, c'est des... Voilà, toi qui es pompier, tu n'aurais bien le bon terme, mais c'est les lances, c'est les tuyaux, merci, c'est une grosse lance à incendie qu'on trouve dans certains bâtiments, et nous, il y en a un, il est à la salle polyvalente. Et 225 € hors taxe pour l'entretien des alarmes d'incendie des écoles.
J'ai également signé une convention de mise à disposition d'un local communal à titre gracieux au profit du cyclo-club d'Angerville. Alors là aussi, vous allez voir des mises à disposition de locaux pour les associations. On avait commencé durant la fin de la présente mandature parce qu'on s'est rendu compte que voilà, l'usage faisait que depuis des décennies, on mettait à disposition des associations des locaux, mais qu'il n'y avait pas de convention. Alors l'enjeu de la convention, ce n'est pas de récupérer une mise à disposition onéreuse, mais c'est de garantir contractuellement la responsabilité, notamment en termes d'assurance, entre le propriétaire et l'occupant. Donc on a commencé lors du précédent mandat sur la fin à faire un certain nombre de conventions. Et donc là, je vous en cite d'autres qui sont passées. Monsieur Drapier, à l'occasion, pourra faire un point, puisque c'est lui qui les pilotait et continuera de les piloter en lien avec les associations. Donc on a signé avec le Cyclo-Club une convention. On a fait de même avec Rando Sud-Essonne, également avec l'Amicale Boulis d'Angerville, avec l'association du Sud-Ouest-Ville et avec une autre convention avec la Navarre de collecte des déchets d'activité de soins pour les professionnels de la maison de santé. Là, on a un coût annuel, 349,33 €, qui sont intégralement récupérés sur la charge de loyer. Ce qu'on appelle les DASRI, vous savez, ce sont les déchets spéciaux qui sont générés par les professionnels de santé, les seringues et autres matériaux qui doivent donc suivre un process de collecte et de recyclage bien particulier. Enfin, j'ai signé par la décision numéro 18 une convention de labellisation pour le point relais de la caisse d'allocation familiale, qui nous avait été demandée dans le cadre de la Maison France Service. J'ai également signé une convention d'objectifs et de financement avec la caisse d'allocation familiale de l'Essonne, ceci afin d'obtenir une aide financière dans le cadre de la classe passerelle. Et enfin, rassurez-vous, on arrive au bout, donc je vais pouvoir vous libérer, une décision pour un contrat de télésurveillance avec la société Protel pour le site du gymnase, 410 € TTC par an, puisque là, ce contrat comprend également une partie surveillance vidéo. Je voulais aussi, alors je ne sais pas, pardon, excusez-moi, s'il y a des observations ou des questions sur la base de ces décisions dont je viens de vous donner lecture. Non. Dominique, il commence à faire noir chez toi, par une petite lampe de poche. Bon, écoutez, s'il n'y a pas d'observation, donc je vous propose, j'en ai terminé alors, donc 3 informations. La première, donc, je vous informe que dans le cadre de l'examen des subventions, Monsieur Drapier vous invite cordialement à une réunion qui, si je ne m'abuse, aura lieu mercredi. Alors, Jackie, je te laisse reprendre la parole pour donner l'heure, parce que je ne vois pas de bêtises. Oui, j'aimerais bien avoir un groupe de travail mercredi. Alors, l'horaire, moi, je suis à disposition des gens à partir de 19 h, mais qu'on me dise, moi, 19, 20 h, ça ne me gêne pas. 18, 19, 20. Je ne sais pas. C'est en fonction des gens. Voilà, le but de ce groupe de travail, donc vous voyez, on trouve l'exemple de ce que je faisais tout à l'heure, ce sera donc de passer en revue toutes les demandes de subventions des associations avant que ça n'arrive au conseil municipal. C'est l'occasion d'en débattre, c'est l'occasion d'amender, c'est l'occasion de questionner, avant que ce soit soumis à l'avis des élus. Donc, toutes celles et tous ceux, puisque les groupes de travail se voulant ouverts, qui souhaitent, donc sont les bienvenus. On va peut-être donner un horaire, Jackie, on va peut-être dire 19 h, je peux la voir en deux, ça me semble pas mal. Quelle heure? 19 h. Ouais, moi, ça me va bien, 19 h. Bon, donc voilà, 19 h mercredi, donc ce sera ici dans la salle du conseil, parce qu'il nous faudra respecter encore et toujours les mesures de distanciation. Et enfin, donc, je vous informe que notre prochain conseil municipal, avant de vous laisser tranquille pour l'été, et vous l'aurez, je crois, bien mérité, vu qu'en peu de temps, on vous aura donné quand même beaucoup d'informations à digérer. Notre prochain conseil municipal aura lieu donc le lundi 29 juin à 20 h. On va voir comment évolue la réglementation en matière de rassemblement et de réunion. Donc, je ne sais pas si on optera à nouveau pour le format mixte ce soir, visioconférence et présentiel, ou si on le fera totalement ici même dans cette salle du conseil. Donc ça, on vous tiendra au courant dans le délai franc, donc ça ne prend pas très longtemps, puisque globalement, comme il faut qu'on vous envoie la convocation 5 jours francs avant la séance, avec les déclarations d'hier soir, on va peut-être avoir des précisions. Et si on n'a pas, ce sera la mesure de prudence qui s'imposera. Donc on reproposera le format de ce soir. Et enfin, je vous communique les dates des 3 prochains conseils communautaires. Je sais qu'Audrey semblait très intéressée pour y participer. Donc j'ai noté sa présence pour les 3 prochains conseils communautaires qui auront lieu en tout le mois de juillet. Je remercie Audrey pour son implication durant cette période. Donc sache que tu pourras venir donc, le 10 juillet, le 17 juillet et le 24 juillet. Donc respectivement, pour assister à l'élection du président et des vice-présidents, le débat d'orientation budgétaire et ensuite le vote des budgets. Voilà, ensemble des dates que vous retrouverez avec le compte-rendu qui vous sera dressé pour cette séance. Avant que je ne termine la séance, du coup, est-ce qu'il y a des interventions, des questions particulières de la part de l'un ou de l'une d'entre vous?
Non? Bien. Eh bien, écoutez, vous êtes déjà à domicile, c'est bien. Limitez les temps de trajet. Hein. Il est 21h57. Je vous souhaite, si ce n'est déjà fait, un bon appétit à toutes et à tous. Une excellente soirée. Et merci pour votre participation. Et donc, au plus tard, rendez-vous le 29 juin. Merci à toutes et à tous. Merci, bonsoir. Merci, Bonne soirée. Au revoir, bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Il fait noir chez toi, Dominique. Je viens d'allumer. J'ai allumé. Tu me vois pas? Si, je te vois bien là. Ah bien. Bah écoute, je suis dans le noir aussi, moi. Tu vois, c'est l'écran qui m'allume. Allez, bonne soirée. Bonne soirée.